Donc hier, t'as fêté le Nouvel An juif, c'était Oui, bien? c'est ça, Rosh Hashanah. Ah ouais? Et Écoute, Shana Tova, comme oui, on dit? exactement, ça veut dire bonne année et on T'as en a mangé bien du sucre et du miel, ah beaucoup, ouais. on en a quand même bien besoin. Ça a été une année hyper dure, hein, en tant Ouais, que juive, voilà. ouais. Donc c'est d'ailleurs la première fois, je crois que j'étais un peu, triste, alors que c'est vraiment ma fête préférée. Ah ouais. J'adore cette Oui, fête, c'est bien. Tu sais, j'ai ma prof de Rose Méthode, Ityong, à qui je fais un bisou, elle m'a donné une astuce l'été dernier. Finalement, que j'avais déjà un peu entendu, mais elle me l'a dit de manière tellement simple et tout, que maintenant j'utilise. Elle m'a dit, au lieu de demander aux gens ce qu'ils ressentent, genre est-ce que je suis triste, est-ce que je suis content, et notamment dans les moments de fête, Mmh. elle m'a dit, tu fais la météo des émotions. Et la météo, bah, il y a un grand ciel bleu parce qu'on est en famille, parce que c'est le nouvel an, etc. Et puis il y a quelques nuages qui passent. Tu dis, ah, j'étais un peu triste. Et d'autoriser ça, parce que des fois, dans Ouais. les moments de fête, on s'autorise même pas à se dire, ah, il y a aussi un peu de tristesse qui est Ouais, là. exactement Tu et vois. c'est marrant que tu parles de ça parce Ouais. que pour plein de raisons, on va en parler, mais Mhm. cette année, j'ai pas arrêté de dire: «J'ai un petit nuage noir, Hmm. qui est là». Voilà, mais en effet, ça n'en c'est bien, tu viens de m'aider à comprendre un truc, ça n'enlève pas tout le reste du ciel Et bleu. oui. Alors que sinon, on culpabilise, on se dit, mais je devrais être content. Ouais. Et du coup, écoute Myriam, moi je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Mais moi, je suis très contente d'être ici aussi, de te voir. Bah ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu Oui, en on se vrai. parle de temps en On se temps parle, mais on s'est pas mais là, vu. ça fait longtemps. Ouais. Et la visio a des limites quand même. C'est Exactement, cool de c'est se cool voir. d'être ici. Et justement, en fait, déjà, je me sens un peu intimidée parce que pour moi, tu es un peu madame podcast, madame contenu. Enfin, quand on s'est connus, je pense que tu es la première journaliste que j'ai vraiment connue bien. Donc, raconte-moi un peu ton parcours et puis en même temps, bah, comment on s'est Comment rencontrés, c'est toi et moi. connu? Oui, non, mais Ouais. c'est marrant, ça, je sais plus, c'était il y a 10 ans, une petite dizaine d'années, je Ouais, pense. même plus, hein, ça nous rajeunit pas. Écoute, non, c'était enfin à peu près ça, puisqu'on s'est connus. Mm. J'étais venue te voir pour défendre mon magazine, Chic Magazine, enfin Ok, mon site. ok. C'était pour ça, en fait. On était Mhm. trois journalistes associés, femmes, et toi, tu t'occupais d'investissement. Enfin, c'est ça, hein, Ah oui, j'étais chez Isaïe, Oui, dans la c'est petite ça. maison, l'ancien bureau d'Isaïe, dans la petite maison rouge là. Exactement. Ok. Et bon, c'était l'époque où on pensait encore que les médias étaient bankable et qu'on pouvait aller voir des VC et tout pour. Ah ouais, Voilà. d'accord. Après ton rendez-vous et plusieurs autres, on a compris qu'on n'aurait jamais Ok, d'argent. donc toi, à l'époque, tu étais journaliste, tu avais Ouais. monté un journal qui s'appelle Chic Chic Magazine Magazine. et qui existe encore Ouais. d'ailleurs, avec deux autres cofondatrices. Ouais. Et tu viens me voir chez Isaïe parce qu'on avait dû se croiser dans un événement de J'avais networking. entendu parler de toi. On m'avait Voilà. dit, Ouais. rencontre Mounia Erka, elle est bien. Ok, Tu vois, on m'avait dit merci. ça. Voilà. Ok. Elle aide les femmes, ça Ouais. l'intéresse. Et c'est pour ça qu'on était venus Ah te oui, voir. parce que j'avais l'association, bah, justement, avec Roxane Varza, on avait l'association Exactement. Girls in Tech à l'époque et tout ça. Exactement. Et donc, tu viens me voir chez Isaïe pour lever des fonds, ou en tout cas pour avoir des conseils sur comment je lève des Exactement. fonds. C'était C'est comme ça. ça qu'on se C'est comme ça qu'on rencontre. s'est Ah rencontrés. ouais, On était ah toutes les ouais. trois, je me Ok. souviens. Ouais. Je saurais plus le dater exactement. Mais 2015-2016. un truc comme ça. Oui, Mm. c'est ça. Nous, on s'est lancé fin 2013, tu vois, donc ça Mhm. colle. Et bon, je crois que tu nous avais poliment dit, mais comme tout le monde, hein, bon, bah, c'est super, mais il n'y a pas d'argent pour ça. Ouais. Mais je sais plus pourquoi on était restés en contact. Si, je me souviens très bien que direct, le fait que tu viennes du Maroc, on avait dû en parler, Mhm. forcément. Moi, j'ai des très vieilles amies qui ont grandi au Maroc, à Rabat, pas à Marrakech comme toi, mais Mhm. du coup, forcément, ça avait connecté le film Maroc, voilà. Ah, on peut en parler du film Voilà, Maroc. que finalement, enfin, plein de Ouais. gens connaissent et plein de gens ne connaissent pas du tout. En fait, tu vois, tu peux diviser le monde entre Ouais, ceux qui connaissent Maroc et ceux qui connaissent pas c'est Maroc. clair. Alors, le film Maroc s'écrit M-A-O. Non, MAR. M-A-R-O-C-K. Donc, pas Maroc comme le pays, mais Maroc comme le rock and roll. Et oui, effectivement, on avait rigolé sur ça, j'imagine. Oui, voilà. Et du coup, on était restés en contact et on se l'est dit il y a pas longtemps Mhm. finalement que c'était notre force à toutes les deux de garder contact avec les gens et comme ça, enfin Ouais. je sais pas si on appelle ça du réseau, mais en tout cas, on a toujours continué à se voir, à se donner des nouvelles quand on a changé l'une et l'autre. T'as changé la première quand t'es Ah devenue ouais, coach, effectivement, je voilà. suis devenue coach en 2019. Ouais. T'avais encore Chic. Ah ouais, j'avais encore Chic. Alors D'accord. j'avais un petit congé sabbatique et j'étais allée à la télé, mais en 2019, j'étais revenue chez Chic et moi, Ok. j'en suis partie en 2022. D'accord, ok. Donc en gros, tu as une carrière de journaliste, tu crées ton journal, tu as envie de faire plein de choses, il y a plein de sujets qui t'intéressent, donc voilà, tu fais des choses, mais tu quittes Chic en 2022. Et qu'est-ce que tu fais après? Et je monte donc Milim, qui est spécialisée sur la transmission, et c'est pour ça que je suis ici Mhm. aujourd'hui. Donc Chic, aucun rapport, c'était sur les femmes, voilà, un magazine féministe, engagé, etc. Mais en parallèle, je pense que c'est comme ça que je suis arrivée à Milim, ma société actuelle, que j'ai lancée
avec Elisa Azogui-Burlac. En parallèle de Chic, en 2019, justement, j'ai commencé, en 2018-2019, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la partie de mon histoire tunisienne. Mhm. Parce que donc moi, ma famille est juive ashkénaze séfarade. Mhm. Alors, explique Majorité. pour les gens qui connaissent pas Ouais, du oui, tout. bah oui. En gros, les juifs ashkénazes, c'est ceux d'Europe de l'Est Mhm. et qui ont été longtemps majoritaires en Europe. Mhm. Et les juifs séfarades, c'est ceux d'Espagne et d'Afrique du Nord, Mhm. orientaux, etc. Et qui maintenant sont quand même majoritaires depuis les années 60, depuis les indépendances, etc. Mhm. Et je me suis intéressée. Donc moi, j'ai une grand-mère sur mes 4 grands-parents qui Ouais. étaient de Tunisie, D'accord. dont j'étais très proche, que j'ai bien connue, enfin vraiment qui m'a transmis pas mal de choses justement. Mhm. Mais on ne parlait jamais finalement de son histoire tunisienne, à part pour dire que c'était génial, fantastique. Et puis un jour, j'ai compris, 10 ans après sa mort, Mhm. que si c'était si fantastique, Pourquoi pourquoi elle elle est était partie. partie? Voilà. Oh, ok, d'accord. Alors, avant de rentrer là-dedans, on va y aller dans très peu de temps. Justement, je voulais un peu expliquer à nos auditeurs. Cet épisode avec toi aujourd'hui, Myriam, c'est le premier d'une série sur la transmission. Dans cette nouvelle saison de 108 milliards, je fais des longues séries sur différents thèmes. Et la transmission, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, qui est vraiment, je pense, dans l'ADN de 108 milliards, que ce soit sur la partie l'entreprise ou que ce soit dans le podcast, on le retrouve. À la base, je savais pas que j'allais en faire une série. J'avais juste fait un épisode avec mon associé, avec Raphaël, parce qu'il allait devenir papa. Et donc, on s'était dit, bah, c'est cool qu'on fasse un épisode où on discute un peu de qu'est-ce que c'est transmettre à ses enfants, où je lui ai parlé des baptêmes que moi j'ai organisés pour mes enfants, etc. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait beaucoup chez 108 milliards, la partie un peu rituelle, préparation d'événements, que ce soit préparation au mariage, préparation au baptême, etc. Et justement, avec un regard, j'aime bien dire, moi j'ai fait des baptêmes laïques à mes enfants, dans le sens où ça suivait pas les codes d'une religion et le but c'était pas de les mettre dans une religion, mais en même temps c'est des jours où on a beaucoup parlé de religion parce que ça fait partie de nos racines, Bien même sûr. quand on n'est pas. Donc l'idée c'est pas de parler, aujourd'hui je pense qu'on va parler de religion, on va parler de nos racines, mais pas dans un sens qu'est-ce qu'on pratique, qu'est-ce qu'on croit, ça c'est pas le sujet en tout cas je trouve, mais c'est vraiment dans le sens, c'est ce que nous ont transmis nos ancêtres, qu'on le veuille ou non, et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Exactement, ce qu'on va Voilà. transmettre à notre tour. Et exactement. Et puis un petit côté, moi j'aime beaucoup dire dans ces moments-là, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ok, peut-être que, moi je me souviens que justement j'avais préparé au mariage un couple dont la fille était juive ashkénaze, enfin sa famille était juive ashkénaze, mais elle était complètement athée, pas du tout religieuse, et lui faire prendre conscience que c'est pas parce que elle voulait pas se faire marier entre guillemets par un rabbin dans les codes de la religion juive, qu'elle était obligée de jeter toutes ces traditions, toutes ces origines qui lui tenaient beaucoup à cœur et qu'on pouvait trouver un. Donc voilà un peu pour introduire ce sujet de la transmission. Je trouvais que c'était génial de commencer par toi parce que à chaque fois qu'on se retrouve toutes les deux, on n'arrive pas à s'arrêter. On n'arrive pas à s'arrêter de parler de ça. Et puis en plus maintenant qu'avec Milim, t'es vraiment allé jusqu'à matérialiser cette passion que tu avais dans ta vie professionnelle. Oui, voilà, c'est ça. Pour dire vite fait, c'est ce que c'est Milim. En gros, c'est donc une société que j'ai fondée en 2022 avec Elisa Azogui-Burlac, que j'ai rencontrée en fait suite à mon travail sur les Juifs tunisiens, dont on reparlera plus tard. J'ai fait pas mal de choses autour de ça. Elle-même était dans une quête personnelle. Elle est juive marocaine et tunisienne, et elle avait commencé à interviewer pas mal de familles en podcast. Et on avait entendu parler l'une de l'autre en fait, parce qu'on avait des amis en commun et à chaque fois on travaillait un peu sur les Juifs séfarades, etc. Et donc on s'est retrouvés sur un projet commun. C'est elle qui m'a appelée. Elle devait enregistrer Agnès Jaoui. C'est comme ça qu'on s'est connus. D'accord. Autour de son identité juive tunisienne. Et comme moi, je travaillais là-dessus, on s'est dit qu'on allait le faire ensemble pour quelqu'un. Et en fait, on a tellement bien travaillé ensemble. On a tellement adoré. On s'est rendu compte qu'on était passionnés toutes les deux par la transmission, que ce qu'elle faisait, elle, d'interviewer des familles en podcast, c'est ce que je rêvais de faire en livre. Donc moi, je voulais quitter Chic pour faire ça, mais je savais pas très bien comment le faire. Et du coup, de rencontrer Elisa m'a permis de me dire, allez, il y a là, on le fait et on se lance ensemble. Et donc, on a créé notre société de biographie familiale. En fait, on recueille des témoignages de ta grand-mère de 80 ans pour son anniversaire. On va l'interviewer et Elisa, elle en fait un podcast. On l'interviewe longuement et Elisa, après, elle fait du montage, elle réalise, elle met de la musique, etc. Et elle te fait un podcast avec son témoignage. Et moi, j'en fais un livre. Et alors, ça, juste pour la petite histoire, l'année dernière, j'ai un de mes amis proches qui m'a sollicité sur des sujets comme ça. Et je lui ai dit, appelle Myriam. Et donc, finalement, pour sa famille, ils ont fait appel à Milim pour faire donc, une biographie familiale, pour interviewer ses parents. Alors, lui, il est d'origine vietnamienne et ses parents avaient
une histoire, des histoires Incroyable. extraordinaires à transmettre, mais il n'y avait jamais le moment. Et puis il y a aussi un truc, justement, donc vous avez fait un travail formidable, il est ravi, sa famille est ravie. Et donc, nous, on les merci. a adorés, c'était incroyable, parce que c'est génial pour nous d'écouter C'est un ces trésor. histoires. En Ouais, fait, c'est un trésor. Et alors moi, je ne l'ai pas écouté parce qu'apparemment, ils ne veulent pas trop le diffuser pour l'instant intime, en dehors en de la fait, famille. ouais. Voilà. Après, chacun choisit, mais voilà. Mais en tout cas, ils sont vraiment heureux. Et ce que j'ai compris dans ce qu'il m'a raconté, c'est qu'au-delà de faire vraiment un podcast et un livre qui sont à la limite de l'œuvre d'art, même des œuvres d'art, vous faites vraiment du travail très, très quali. Vous avez une compétence, c'est de savoir faire parler les gens. Parce que si moi, par exemple, je vais m'asseoir à côté de ma grand-mère pour lui dire « Vas-y, mamie, il y a le micro, raconte-moi ta vie », il ne va pas se passer grand-chose. Parce qu'il y a des choses, comme tu dis, c'est de l'ordre de l'intime. Dans certaines histoires de vie, il y a des moments qui ont été très durs, il y a des traumas, il y a des gens qui ont fui des guerres, il s'est passé des choses. Et comme ça, le déballer, alors qu'on voit dans beaucoup de familles que, comme tu disais, toi, tu étais très proche de ta grand-mère tunisienne, mais tu n'avais jamais entendu parler de la Tunisie, vraiment. Et j'ai pas posé de ce qui est douloureux. Et de ce qui est douloureux, en fait. Pour, ah oui, c'était génial, ok, super, mais pourquoi vous êtes partis ? Donc, et je trouve que ce que Milim réussit à faire, c'est de créer tout l'environnement, voilà, pour que cette façon de se livrer donne une œuvre d'art. Alors voilà, merci de considérer ça comme une œuvre d'art, mais rien, ce que tu as dit, même art ou pas art, rien que le fait que ça existe n'est pas du tout une évidence. Et ça, on s'en est rendu compte en le faisant l'une et l'autre. C'est déjà, moi, je ne l'ai pas fait, par exemple, pour ma famille. C'est pas du tout pareil, comme tu dis, d'interroger tes grands-parents, tes parents. T'as pas du tout, il y a plein de non-dits, de tabous, de choses difficiles à raconter, des épreuves où t'arrives pas, t'as envie de le dire à tes enfants, mais t'arrives pas, c'est trop dur. Donc déjà, d'avoir une tierce personne, c'est pas du tout la même chose. Il se passe pas du tout la même chose. T'es beaucoup plus apaisé, t'es beaucoup plus dans quelque chose de rationnel. Ça t'empêche pas du tout d'aller vers l'intime, mais c'est pas du tout la même démarche. Donc nous, c'est ça, évidemment, qu'on propose en fait aux gens d'être cette tierce personne, cet intermédiaire. Et ensuite, effectivement, ça je me rendais pas forcément compte, mais savoir poser les bonnes questions, c'est aussi une compétence. Moi, j'ai fait 15 ans de journalisme, j'ai fait des tonnes et des tonnes d'interviews, de toutes sortes d'histoires plus ou moins faciles. Et en effet, tu apprends aussi à avoir... tu l'as ou tu l'as pas, l'empathie, mais tu apprends à sentir. Et que parfois, quand tu es journaliste débutante, je l'ai fait cette erreur, hein, tu vas tout de suite poser tes questions hyper dures, alors qu'en fait, tu dois sentir quand c'est le moment ou pas le moment, et voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on prend le temps. Elisa, elle n'a pas une formation de journaliste, elle a une formation de communicante, mais elle a ce grand talent de sentir les gens, de les écouter, voilà. Et parce que c'est ça aussi, c'est savoir les écouter longuement, savoir quand c'est à toi de poser la question ou pas. Et en effet, on s'est trouvé là-dessus avec Elisa, on adore ça. On sait le faire, je pense, et on aime ça. Donc évidemment, on est porté par notre intérêt, et comme tu l'as très bien dit, chaque histoire, c'est des trésors. À chaque fois qu'on interviewe des gens, c'est incroyable. On est scotché. Alors, on n'est pas là pour être au cinéma ou je sais pas quoi, mais on est passionné quand même par ce qu'ils nous racontent. C'est génial. Alors, c'est la minute pub, franchement, si vos grands-parents sont encore de ce monde, ou vos parents, et que vous voulez garder leur histoire et l'histoire de vos ancêtres, faites appel à Milim. N'hésitez pas. Et minute 30 secondes pub de plus, là, en ce moment, on lance des ateliers d'écriture parce qu'on s'est rendu compte que parfois, les gens avaient envie de le faire eux-mêmes, mais ne savaient pas forcément comment faire. Bon, ça pose d'autres questions, comme je viens de le dire, de le faire soi-même, mais du coup, on lance des ateliers, peut-être plus accessibles financièrement aussi, pour aider les gens en quelques sessions à commencer leur livre. Donc, c'est plus par écrit et leur donner des tips, des trucs, etc. Donc, ça, c'est la minute pub. Mais j'allais te dire, en tout cas, pour revenir sur le fond de l'histoire, sur le fait qu'on a des trésors, je pense que ça te parle aussi parce que tu sais que toi, par exemple, ton histoire, elle est particulière, je pense que tu as conscience, on a tous ça en fait, quelle que soit l'histoire, notre histoire, elle est dingue. C'est vrai. Et donc toi, justement, maintenant, on a parlé de Milim et de comment t'es arrivée à ça. Revenons un peu en arrière. Donc, il y a quelques années, entre 2020 et 2022, tu te rends compte que ta grand-mère tunisienne, que tu connais très bien, en fait, tu ne connais pas son histoire, et tu commences à t'intéresser à fond à l'histoire des Juifs de Tunisie. C'est ça. En fait, c'était un voyage. En fait, j'arrivais pas à démêler, et après je me suis rendu compte que c'était très commun, j'arrivais pas très bien à démêler ce qui était juif, ce qui était tunisien. J'arrivais jamais à dire que j'étais d'origine tunisienne parce qu'on me répétait sans cesse que j'étais pas tunisienne, j'étais juive tunisienne, et j'avais jamais trop creusé, et je voyais bien que c'était pas la même chose, qu'on parlait pas arabe, c'est pas la même religion évidemment, mais pourtant moi j'ai une tête d'arabe, je m'appelle Myriam, on me parle en arabe dans la rue depuis que j'ai 10 ans, donc il y avait quelque chose
qui était pas clair. Bref, mon frère me propose, j'ai raconté cette histoire plein de fois, mais mon petit frère de 10 ans de moins, qui lui n'est jamais allé en Tunisie. Moi, il se trouve que j'y étais allée. Mais tu y étais allée dans un cadre de vacances, machin? Non, ou... alors tiens-toi bien. Le Vas-y. premier voyage que j'ai fait en Tunisie, c'était pour mes 18 ans, avec ma grand-mère, quand elle était encore vivante. Je suis la seule parce que je suis l'aînée qu'elle a emmenée. Ouais. Mais elle était un peu vieille, donc on a fait un voyage organisé. Et donc ça, je réalise ça des années après sa mort. On a fait un voyage organisé, on a fait tous les sites touristiques de Tunisie, hein, le chapeau, le chameau, le blablabla. Mais on n'est pas allé devant sa maison à Tunis. Non. Voilà. Ah oui, donc il y a une blessure. Et Je sais pas. Maintenant, je comprends pas en fait pourquoi. Parce que je me rends compte qu'on n'était pas loin à Tunis, mais elle a dit qu'elle était trop fatiguée. On est allé dans la Médina de Tunis et tout, mais c'était trop compliqué pour elle de retourner. J'imagine, tu vois, c'est fou, mais ça je l'ai compris chair de poule, des années après, tu vois, donc j'y suis allée avec elle, donc quand même elle avait fait cette démarche, mais voilà, mais j'en garde un très bon souvenir, hein, mais donc j'étais allée en Tunisie, j'y étais retournée pour le boulot dans d'autres circonstances, et mon frère de 10 ans de moins, on est 4 enfants, mais c'est lui qui me dit, je veux y aller, j'ai envie d'aller voir, viens, et je me dis, après tout, je suis jamais allée sur les traces de ma famille, on y va un peu à l'arrache en week-end. Donc ça c'est la grand-mère, c'est la mère C'est la mère de ma mère. Et ta mère, ça quelle est sa réaction? Voilà, quelle est sa réaction quand toi et ton frère, vous lui dites on va aller en Tunisie voir la maison où a grandi notre grand-mère? Alors, réaction 100% juive tunisienne, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il n'y a plus rien. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il n'y a plus rien. C'est vraiment, on entend, là, c'est le truc de la terre brûlée, quoi. La terre brûlée. Et en fait, j'avais l'impression que c'était que ma famille qui disait ça, parce que je l'entendais aussi des cousins de ma mère. Et j'ai réalisé après, dans tous les projets que j'ai faits avec les Juifs tunisiens, que la plupart des familles, énormément de familles, disent ça. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il n'y a plus rien. Donc, il y a eu un espèce de... tu vas nous raconter, parce que moi, je connais moins l'histoire de la... Je me souviens que j'avais... Quand j'étais au lycée à Marrakech, il y avait une très bonne amie à moi, et on était très amis avec sa mère. Mes parents étaient amis avec sa mère et tout. Sa mère était juive tunisienne et qui nous avait raconté une version très... Genre, du jour au lendemain, il a fallu partir. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas au Maroc. Donc, du coup, moi, j'ai une autre... Donc, tu vas nous raconter. Donc, ta mère te répond ça. Vous y allez quand même, toi et ton frère. Voilà, on y va quand même. Et en fait, bon, c'est de la chance, hein, ou c'est l'alignement des planètes, je ne sais pas. Ouais. Mais week-end de dingue. C'est-à-dire que quand même, 2 jours avant, je me dis... il y a un alignement de trucs où on me parle de la ketouba, en gros, qui est l'acte de mariage. Donc, l'acte de mariage dans le judaïsme. Dans le judaïsme. Et en fait, moi, je viens d'une famille... C'est marrant parce que ketouba, en arabe, le mot livre, c'est katab. Oui, c'est la même racine, je pense. C'est sûr même. Et en fait... On te parle, donc on te dit quoi, de la ketouba? Et donc... Quelques semaines avant, on me parle d'une histoire de ketouba qui a son importance dans l'histoire du couple qui s'est marié. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la ketouba, c'est ça qui transmet le judaïsme. On est dans ton sujet. Ouais. En fait, quand tu vas te marier, en fait, le mariage dans le judaïsme, c'est vraiment hyper important. Je me suis rendu compte de ça à ce moment-là, pour transmettre ton judaïsme. T'as eu une éducation religieuse assez importante ou pas? En fait, on digresse un peu, mais on revient à la Tunisie dans 2 minutes et à ce voyage et à la ketouba. On va digresser 1000 fois. Voilà. Moi, je viens donc d'une famille, c'est très important en effet, pas pratiquante. C'est-à-dire que mon père, ashkénaze, vraiment laïque de chez laïque. Ouais, donc, c'est quoi? C'est un peu... On caricature un peu, mais ashkénaze, très laïque, très scientifique, très rationnel. Très rationnel. Notre identité juive est plus dans notre identité, mais pas forcément dans le côté religieux. Traumatisés par la Shoah, en fait. C'est des Juifs qui étaient en France pendant la guerre, qui se sont cachés, qui ont changé de nom. Je m'appelle Levin parce que quand mon grand-père a eu des enfants, il a plus voulu s'appeler Lévi. Il a repris son nom de guerre parce qu'il a dit « mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu » en m'appelant Lévi dans les années 30. C'est-à-dire qu'on enlève, limite, c'est même pas que juste on n'est pas intéressé par le côté religieux, c'est on essaye d'effacer notre identité juive. Voilà, tout en étant super juif et en ne parlant que de ça. C'est très particulier, mais beaucoup de juifs se reconnaîtront là-dedans. C'est un peu comme ton ami là que t'as marié, c'est comment t'es juif sans le côté religieux. Donc ça, c'est l'héritage de mon père, qui rencontre ma mère à 20 ans pendant ses études, qui, elle, vient d'un couple mixte, un Polonais, seul survivant, en gros, qui n'était pas en Pologne pendant la guerre, donc qui est le seul à pas avoir été déporté, et donc a plus aucune famille en Pologne, et une mère juive tunisienne, qui, elle, a une vie rocambolesque, s'est mariée une première fois avec un GI américain pour se barrer de Tunisie, mais finalement divorce, revient en France toute seule à une époque où ça se faisait pas, rencontre... Ils se marient tous les deux sur le tard, mais donc mélange explosif d'une juive tunisienne et d'un juif polonais. Et ça, c'est les parents de ma mère, et qui faisaient le strict minimum, mais qui faisaient quand même les fêtes juives. D'accord.
C'est ma grand-mère tunisienne qui faisait des trucs, donc une femme qui faisait que la cuisine, en gros. La dimension juive de ma famille, c'était la bouffe, en gros. Tant mieux, parce que c'est très bon. C'est important, c'est clair. Mais voilà, mais du coup, quand mes parents se sont connus, et pour des raisons différentes, ils avaient tous les deux envie, je pense, de renouer un peu avec leur histoire. D'accord. Qui avait ils ont aucun rapport. remis les traditions un petit peu. Donc, ils se sont mariés à la synagogue, mais libérale. C'était les années 70. Donc, c'est un mouvement qui venait d'émerger en France, qui maintenant vient des États-Unis. Voilà. Beaucoup de juifs libéraux. Exactement. C'est une partie du judaïsme qui est, on va dire, plus cool. C'est quoi Comment dire on va dire qui réinvente la pratique, c'est comme ça que je le dis, à l'aune de la modernité et notamment de l'égalité femmes-hommes. Donc c'est le principal, je trouve, apport. Ouais, voilà. Les femmes en font autant que les hommes, alors que le judaïsme est quand même une religion assez patriarcale. C'est un courant du judaïsme où on fait tout pareil. Et donc, résultat, ils nous ont inscrits, nous, au Talmud Torah, l'éducation religieuse. Moi, j'étais l'aînée, donc j'étais la première. Et donc, j'ai fait ma bat mitzvah. C'est la communion. Voilà, c'est la communion. Voilà, mais donc, tu as suivi les rites de ta religion originaire, mais de façon cool. C'est-à-dire dans une famille qui pratiquait pas. Moi, j'ai tout appris grâce au Talmud Torah, à la synagogue, etc. J'ai tout appris à lire en hébreu, etc. Mais dans une famille qui, à la base, pratiquait pas. Donc, vraiment, après, moi, c'est tout un cheminement personnel qui n'a pas cessé, qui ne cesse pas, d'ailleurs, et qui a donc fini par me mener en Tunisie. On en revient à cette histoire de Ketouba. Ça a son importance maintenant que j'ai expliqué que j'avais grandi chez les libéraux. Je réalise que, pas longtemps avant de partir en Tunisie, que la Ketouba de mes parents, donc leur acte de mariage, a été signé dans une synagogue libérale et donc n'est pas reconnu par l'autorité juive française, le consistoire. D'accord, donc tout ce qui est libéral, les Ketouba libérales ne sont pas reconnus par le consistoire en France. C'est un truc très français. D'accord, aux États-Unis, c'est reconnu. Oui, voilà, c'est très différent. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Mais donc, je réalise, à l'époque, j'ai 35 ou 36 ans, je suis hyper célibataire, j'ai pas du tout prévu de me marier à la synagogue, mais je réalise que si un jour, par hasard, je veux me marier... Et puis tu dois prouver que tu es juive, t'as pas de moyen de le prouver. Ma ketouba, en tout cas celle de mes parents, n'est pas reconnue. Donc il faut que tu remontes à une génération au-dessus. La mère de ma mère. En fait, c'est que la transmission de la religion se fait par la mère. Donc si tu arrives à démontrer que ta mère est juive, elle a une ketouba qui marche... De ses parents. De ses parents. Voilà, si elle a la ketouba de ses parents, donc ça veut dire qu'elle est juive, donc elle me la transmet. Voilà. Donc, alignement des planètes, je prends conscience de ça 2 semaines avant de partir en Tunisie avec mon frère. Et tout à coup, et je me dis, la journaliste en moi, je me dis, je vais essayer de retrouver la ketouba de ma grand-mère. Qui est en Tunisie. Qui doit être en Tunisie, puisqu'elle s'est mariée là-bas, pour le coup. Et j'avais un petit côté opportuniste. Oui, elle s'est mariée là-bas avec ton grand-père polonais. Pourquoi ? Parce que donc il est allé en Tunisie. Ouais, pour ça. Mais ça, pareil, je l'ai découvert au fil de mon enquête familiale après. D'accord. Et cette histoire de ketouba a été le point de départ. Et, mais comme je disais, c'était un petit côté opportuniste, parce que la journaliste en moi se disait, ça me fait un but. Comme je ne sais pas trop ce qu'on va chercher, on va aller chercher cette ketouba. On va aller chercher la ketouba. Voilà. Il y a une synagogue à Tunis. Alors, tu vois, moi, je croyais qu'elle était définitivement fermée, qu'il n'y avait plus de juifs comme en Algérie, etc. Et en fait, je me renseigne et je me rends compte que non, elle est ouverte. Et je me dis, on va aller là-bas. Et pourquoi je raconte ça ? C'est que là, la chance quand même, on toque à la porte de la synagogue. Ils étaient un peu méfiants parce qu'ils ne nous connaissent pas, ils ne nous ont jamais vus, etc. Mais on voit quelqu'un et en gros qui nous dit, vous pouvez contacter telle personne qui a archivé toutes les ketubot. On dit ketubot au pluriel. On va faire un petit cours Voilà. Et vous pouvez la contacter, elle pourra peut-être vous aider. Et donc, je raconte toujours cette blague parce que j'ai un nom, un numéro de téléphone en Tunisie, Moshe Uzan, et je m'imagine que c'est un petit vieux de 80 ans, vu qu'il n'y a plus que ça globalement. Et je l'appelle, bonjour, est-ce que vous parlez français, etc. Parce qu'il parle pas... Et en fait, Moshe Uzan, il avait 30 ans, il avait fait toutes ses études en France, il parle français comme toi et moi, et il est hyper connecté 1000 fois plus que moi. Et il me dit, bah oui, ok, on peut se voir dans un quart d'heure. Et j'étais avec mon frère. Il débarque avec sa Ferrari. Non, pas sa Ferrari, mais vraiment, c'était le jeune. Après, il se trouve on allait boire des coups après Shabbat. On est devenus hyper amis. Hyper cool, quoi. Hyper cool. Et donc, je m'y attendais pas du tout. Mais ça, c'est vraiment le hasard qu'on m'ait donné son numéro, qu'il ait été dispo à ce moment-là, parce que Shabbat allait commencer en plus. Donc, pendant 24 heures, il était off et tout. Et ça a été incroyable. Parce qu'en effet, c'était la personne. Et ça, je pense qu'au Maroc, il n'y a pas ça. En Algérie, il n'y a pas ça. En Tunisie, il y a un jeune juif tunisien, un des derniers qui habite là-bas, qui a grandi là-bas, qui parle arabe, hébreu parfaitement,
documents, etc., qui s'est passionné pour l'archivage de toutes les... Allez, on va le dire à la française, les Kituba. Et qui, du coup, en 2 minutes 30, m'a retrouvée. Il avait tout archivé. Alors, il n'a pas retrouvé celle de ma grand-mère. Ça a été un grand mystère pendant plusieurs mois. Mais il a retrouvé celle de mon arrière-grand-mère. Oh my God. Oh, ça a dû toucher. Ton arrière-grand-mère que tu ne connaissais pas, dont on t'avait jamais parlé? Je connaissais son nom parce que c'est la grand-mère de ma mère. Elle l'a connue, etc. Mais donc, elle s'est mariée... Attends, je ne sais plus si je te dis pas de bêtises. Elle s'est mariée genre en 1910. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Et en 2 minutes, il a retrouvé tout écrit en hébreu, etc. Et ouais, c'était un truc de dingue. Et quand il te la retrouve, c'est quoi ça doit rester dans les synagogues ou il te l'a donné et tu l'as gardé? Non, il a le fichier numérique, mais le fichier est dans la synagogue de Tunis. Et elle reste dans la synagogue de Tunis? Pour l'instant, mais il fait tout un travail autour de ça, justement, de sauvegarde du patrimoine juif pour voir avec des musées en France, en Tunisie, comment justement les sauvegarder. Bon, déjà, numériquement, c'est déjà énorme. Et donc voilà, donc truc de dingue, on rencontre la personne compétente qui devient un excellent ami parce qu'en fait lui il est un peu tout seul perdu dans ces trucs en Tunisie. Là il a 2 juifs de son âge à peu près. En plus il a un intérêt pour l'histoire et la transmission aussi, sinon il n'aurait jamais fait ça. Exactement. Voilà. Comme tu dis, le petit vieux qui fait ça entre 2 parties de bridge. C'est pas du tout. Lui il est passionné et d'ailleurs encore aujourd'hui il fait des projets énormes. Parce que ça c'était il y a quelques années. Il fait quoi dans la vie? Il fait ça en fait. Il veut pas le dire, mais c'est ça lui prend tout son temps. Et c'est un travail énorme, c'est titanesque. Enfin, bon. Et donc du coup, tu te fais un ami juif tunisien qui habite en Tunisie, qui a grandi en Tunisie et qui est genre la personne à savoir, à connaître pour ça. Donc tu retrouves déjà la preuve que si toi demain tu veux te marier, t'as ce qu'il faut, et puis juste pour transmettre à tes enfants, etc. Mais c'était pas du tout l'objet. Mais du coup, là, ça m'ouvre une porte sur la transmission. Tout à coup, je suis là, évidemment. Oh, mais c'était quoi l'histoire de ce couple qui s'est marié? Donc je retrouve... Moshe, donc il s'appelle Moshe Usan, évidemment pour s'amuser voit tout ce qu'il peut trouver un peu autour de ma famille. Il n'y a pas 10 000 trucs, mais il retrouve des choses. Donc je découvre qu'il y a eu un 5e enfant qui est mort à 1 ou 2 ans, ce qui était très courant à l'époque, mais dont j'ai jamais entendu parler. Bon, je retrouve quelques trucs et puis du coup, j'essaye un peu de remonter un peu le fil. Je m'intéresse des choses. C'est toujours pareil, on en revient à ce qu'on se disait. Des choses que j'avais un peu entendues par-ci, par-là, mais je m'étais jamais vraiment intéressée. Là, tout à coup, tu te plonges dans des documents avec des dates, des noms, tu essayes de faire l'arbre généalogique, etc. C'est pas du tout la même chose. Donc, je reprends contact aussi avec une vieille cousine qui nous avait contacté. Enfin, elle n'est pas si vieille, mais c'est une cousine très, très éloignée que je connaissais pas du tout. Et en fait, je me dis, je vais la rencontrer parce qu'elle-même, elle avait fait des recherches, donc elle m'a aidée. Mais attends, alors toi, du coup... Tu m'avais dit que tu avais aussi des origines marocaines ou pas du tout? Non, pas du tout marocaine. Je sais pas pourquoi. Non, c'est ta meilleure. Oui, j'avais des bonnes amies d'enfance. Voilà. Ok, parce que je me dis, attends, si ta grand-mère est tunisienne. Non, mais du coup, j'ai été au Maroc avant d'aller en Tunisie. On arrête cette interview, je suis désolée, moi j'invite que des Marocains. Mais j'étais au Maroc avant d'aller en Tunisie. Ça me rassure, tu peux en tuer des autres. Donc, du coup, voilà, tu commences à te passionner pour l'histoire de ta famille, à essayer de retrouver les pièces du puzzle. Voilà, bon, qui en fait n'était pas énorme, parce que bon, déjà, il n'y a pas 10 000 documents, c'était une famille sans histoire. Mais par exemple, truc de dingue, en rentrant de ce voyage, Moshe me dit, en fait, tu sais, si ta famille a été naturalisée, normalement, le dossier, il est dans telle institution, à tel endroit, est très accessible gratuitement. Donc, je l'ai fait. Tu retrouves les dossiers de naturalisation de qui? De tes parents, Non, alors du coup, je cherchais celui de ma grand-mère, et en fait, je retrouve celui de toute sa famille, parce qu'elle a été naturalisée dans les années 20. Donc au moment où elle a quitté la Tunisie? Non, au moment où elle était enfant, pas du tout. Elle est née en 21. Dans les années 20, donc la Tunisie était encore protectorat français comme le Maroc, 56. Exactement. Et là, tu soulèves un point très important. Ça m'a complètement éclairée sur ce truc. On est tunisien, on n'est pas tunisien. Ma mère arrête pas encore aujourd'hui de me dire on est français de Tunisie, mais j'étais là, je vois les photos, ils sont en tenue de blédard. Je suis là, mais ils sont pas du tout français. Il y a un truc qui colle pas. Et donc là, j'ai la réponse. Bah oui, tout le monde a été naturalisé. Mais alors du coup, moi, je me suis toujours, en fait, l'exception, je pense, dans les 3 pays. Si on prend les 3 pays du Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie, c'est une région où il y a toujours eu des Juifs depuis très longtemps, même avant même que les Arabes arrivent. Oui. Moi, par exemple, j'ai des potes de Marrakech qui sont juifs berbères. Voilà, Et le peuple originaire du Maghreb, c'est les Berbères, avant que les Arabes arrivent, etc. Et dans les Berbères, il y avait des gens qui étaient païens, etc. Il y avait des Juifs. Donc depuis, on dit qu'il y a eu des conversions entre les uns et les autres. Mais évidemment, il y a eu des tonnes de conversions, et pas toujours, à mon avis, de manière très sympathique. Mais en tout cas, il y a toujours eu, dans cette région, pas toujours, ça fait
très longtemps qu'il y a des Juifs et des Berbères. Et de ce que je comprends, et au Maroc, même si bon, maintenant l'histoire récente est peut-être évidemment plus complexe, mais au Maroc, moi, ce que j'ai, par exemple, moi quand j'étais petite, donc j'étais à l'école en quelle année je suis rentrée ? Je suis née en 1985, donc je sais pas, oui, donc toutes les années jusqu'à 2003 où j'ai eu mon bac, j'étais à l'école, au lycée et tout ça à Marrakech. J'ai toujours eu des potes dans ma classe qui étaient juifs marocains et qui étaient autant marocains que moi, il n'y avait aucun débat là-dessus, c'est juste qu'on n'avait pas la même religion. Et qui se sentaient très marocains d'ailleurs. Oui, en même plus, parfois ils habitaient encore au Maroc. Voilà, et même limite parfois plus que nous et tout ça. Et pour moi, ça s'était fait effectivement petit à petit. Les populations juives d'Afrique du Nord ont quitté le Maroc. Alors moi, en plus, ce qui est intéressant, je te l'avais présenté à l'époque, j'ai un cousin de mon père qui a fait des documentaires sur l'histoire des Juifs du Maroc. Oui, on avait échangé. Ouais, voilà. Donc on fait un coucou à Younes El Harari qui aime beaucoup ce sujet. Ouais, je lui enverrai l'épisode. Ouais. Mais du coup, pour moi, ça s'était fait petit à petit. Puis après, évidemment, ce qui s'est passé au Proche-Orient, etc., a impacté ça. Mais ça s'était fait de manière douce, entre guillemets. Et ce que je comprends, c'est qu'en Tunisie et en Algérie, c'est complètement différent. Pas si différent que ça, en fait, mais je te laisse terminer. Mais en tout cas, il y a une différence fondamentale, c'est qu'en Algérie, c'est connu, mais je pense que du coup, la Tunisie, c'est pareil. Il y a le fameux décret Crémieux qui fait que, alors que l'Algérie était, alors en plus, colonie française, tous les juifs algériens qui étaient là depuis la nuit des temps ont été naturalisés français. Et tous les musulmans algériens ne l'ont pas été, et que ça a créé un schisme. Exactement. Et qu'en Tunisie, ce que j'entends, c'est que tout le monde a été naturalisé. Non, pas du tout, justement. Alors, vas-y. Ah, c'est ça, ça mon embrouille, en fait. Ouais. Pourquoi je ne comprenais pas, etc. C'est parce que je connaissais cette histoire du décret Crémieux, qui est algérien. D'accord. Mais en Tunisie et au Maroc, pour des raisons différentes, ça n'a pas été la même chose. D'accord. J'ai découvert, et moi, je voyais bien que ma famille était francophone, etc. On se présentait comme des Français, et ils insistaient vachement là-dessus. Ma mère fait partie de ces gens, en ayant un père polonais et une mère juive de Tunisie, qui galèrent pour renouveler ses papiers, parce qu'en fait, personne n'est vraiment français. J'avais lu le livre de Anne Sinclair. Voilà, c'est elle qui a faire une pièce d'identité. Exactement, ma mère, elle a vécu ça 1000 fois, etc. Donc je savais cette histoire, je connaissais cette histoire, qu'on était français de façon. Mon grand-père polonais n'a jamais été naturalisé, etc. Donc que la nationalité française de ma mère, je savais qu'elle était fragile. Mais en fait, là au moins, j'ai pu comprendre que donc ma famille a été naturalisée, et en creusant sur l'histoire des Juifs de Tunisie, qui en effet est différente de celle des Juifs du Maroc, en Tunisie, ils ont pu demander la naturalisation. C'est pas comme en Algérie où ils l'ont été automatiquement. Ils ont eu des facilités pour l'être. Donc une partie des Juifs tunisiens l'a demandé, comme ma famille, mais une grande partie ne l'a pas demandé. Et donc, comme au Maroc, à l'indépendance, il y avait toute une partie, et même sans doute la majorité, des Juifs tunisiens qui étaient tunisiens. Et d'ailleurs, au Maroc, ça c'est le père d'une de mes amies qui est juif du Maroc, qui était juif du Maroc, qui m'a raconté que son père à lui faisait partie des trucs d'indépendance, enfin que exactement. Ils étaient comme les musulmans, enfin je veux dire. Il y a eu des Juifs au Maroc, en Tunisie, qui ont vraiment lutté pour l'indépendance. Donc il y avait quand même une facilité pour les Juifs et pas forcément pour les musulmans. Exactement. Et bon, là on rentre pas dans ces sujets, mais ça a créé des premières complications. Quand on se demande pourquoi les Juifs sont partis, ça a créé des premières complications. Pourquoi ils demandent la nationalité française ? Il y a un petit côté. Pour eux, le truc, c'est que pour eux, encore une fois, on a tellement d'autres sujets, mais moi je veux bien, ça me passionne. Mais pour eux, c'était les Juifs en Afrique du Nord étaient ce qu'on appelait des dhimmis avant l'arrivée des Français. Donc du coup, ils se sentaient quand même pas citoyens à 100%. Mais ils l'étaient pas. Ils payaient un impôt. Effectivement, c'est ça. Alors, effectivement, ça ouvrait. Il faudrait qu'on refasse un épisode sur le sujet, mais que dans les pays sous ordre musulman à l'époque, traditionnellement, les Juifs habitaient là. Alors, en fonction des moments de l'histoire, ils étaient plus ou moins. Mais nous, on aime bien le côté un peu. Moi, je sais que je suis attachée au côté. Ah, mais si, ça se passait bien, etc. Ça se passait plutôt bien. Mais il y a des moments de l'histoire où ça se passait pas très bien. En tout cas, il se trouve que les dhimmis, c'est un truc où tu as un statut où tu es protégé, mais tu as un statut où tu es différent et tu es en dessous, où tu dois payer un impôt. Et on considère que. Donc, il y a quand même un truc qui est pas. Et ça explique pourquoi ils se sont rués sur la nationalité française. Bien sûr, donc il y avait une fragilité, ils ne se sentaient pas si à l'aise que ça. Il ne faut pas exagérer sur le côté parfait. Ça donne des clés sur pourquoi ils sont partis. En fait. Au moins, on comprend, parce qu'en effet, si ça se passait si bien, et moi, c'était la grande question, parce que moi, je trouve ça génial aussi. J'adore l'idée, et moi, je me suis toujours sentie hyper proche de mes amis rebeux, etc. Mais pourquoi on n'est pas pareil, pourquoi on est parti, etc. En fait, il y a plein de clés, et en effet, là, c'est complexe, donc on va peut-être pas partir là-dedans, mais voilà. Donc, il y a une clé, c'est ça. Il y a une clé. Ma famille a fait partie des familles qui ont demandé la nationalité française, qui l'ont eu, et voilà, du coup, ça a facilité le départ quand il a fallu partir. Mais ça, moi, du coup, ça m'a permis de mettre des mots.
mots. Donc, ce dossier de naturalisation, je pense, n'a jamais été demandé par personne de la famille. On est une petite famille, ça fait pas des tonnes de gens, mais quand même. Donc, tout de suite, ça t'ouvre des champs. Bon, c'est mon côté journaliste aussi. J'avais participé à des documentaires historiques il y a une quinzaine d'années où je m'étais rendu compte que les archives sont à notre portée, mais on n'a pas l'idée d'aller les chercher, on ne sait même pas qu'elles existent, etc. Donc, c'est vrai que ça m'intéressait. Je l'avais fait pour d'autres, pour du travail, en fait, et de le faire pour ma famille, le peu que j'avais m'a intéressée. Mon père l'a fait pas mal pour sa famille ashkénaze, donc c'est vrai que du côté de mon père, j'ai moins besoin de le faire, mais la famille tunisienne, personne ne l'avait fait. Okay. Donc voilà, donc ça a été le point de départ, donc un long point de départ, comme je t'ai tout raconté. Et en gros, pour faire plus vite sur la suite, je me suis passionnée pour l'histoire des Juifs tunisiens. Je sais plus, il y a eu un enchaînement de choses, parce qu'en fait, moi, ça me passionnait de découvrir mon histoire familiale, mais je pense que ça s'est inscrit dans un mouvement général de tout ce qui était le mouvement féministe, intersectionnel, décolonial, etc. Tout à coup, je me rendais compte que les Juifs, quelque chose que je m'étais jamais sentie vraiment blanche. Mais là, tout à coup, je comprenais beaucoup mieux pourquoi, même si les Ashkénazes, c'est encore une histoire différente et ils sont pas plus blancs pour autant, je trouve. Mais tout à coup, ça mettait des mots, ça m'inscrivait dans une histoire aussi d'Afrique du Nord. Tout à coup, je pouvais assumer cette identité. J'arrivais à comprendre pourquoi. Et encore une fois, c'est complexe, ça n'est pas du tout raconté, pas du tout transmis. Encore une fois, ma grand-mère disait tout le temps qu'elle était française, elle n'avait pas cherché spécialement à comprendre et je l'ai retrouvée dans plein de familles. Parce qu'elle voulait aussi s'intégrer. Oui, et puis qu'on ne lui a pas forcément raconté. Voilà, les gens aussi, ils vivent leur vie, ils ne se posent pas de questions, ils fuient leur pays, ils reconstruisent, ils veulent être français en effet. Donc, il y a plein de choses qui ne sont possibles que, ça c'est notre travail chez Milim maintenant au quotidien, mais que via la 3e génération. Et donc ça, tout ça, je l'ai fait sans forcément l'analyser, mais je me suis rendu compte que quelque part, je portais cette voie-là parce que mon côté journaliste a repris le dessus et je me suis dit, je vais documenter un peu tous ces voyages, ces recherches. Et j'ai lancé un compte Instagram qui s'appelle toujours Stétune, et dans lequel je me suis mis à interviewer des Juifs tunisiens ou des Tunisiens non-juifs qui s'intéressaient à cette histoire, mais globalement, c'est des Juifs tunisiens. Et en fait, ça a été génial. J'ai fait plein de portraits, j'ai alimenté ce compte. En fait, en interviewant tous ces gens, je pense que ça m'a permis de comprendre cette histoire. Il y a plein de facettes différentes. C'est là que j'ai compris que certaines familles étaient naturalisées, d'autres pas. Certaines parlaient arabe, d'autres pas. Certaines étaient religieuses, d'autres pas. Certaines étaient d'origine italienne, d'autres pas. Enfin, il y a vraiment une mosaïque des Juifs tunisiens qui m'a permis de connaître l'histoire en interviewant des gens. Et en fait, c'est marrant, tu reviens toujours à ton côté journaliste. Et là, ce que j'entends, c'est qu'à travers ton prisme de journaliste, tu as rempli une fonction. Parce que quand tu nous l'as dit comme si c'était les news, comme si c'était un fact, ce n'est possible de renouer avec cette histoire qu'à partir de la 3e génération, parce qu'effectivement, les autres sont occupés à s'intégrer, à penser leurs blessures, entre guillemets, etc. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que dans une famille, quand il y a des départs, quand il y a des gros changements, etc., la 2e, la 3e, la 4e génération a pour rôle, est-ce qu'on pourrait se dire qu'on est dépositaire de quelque chose ? En tout cas, je ne sais pas si toi, ça te parle. Parce que tu es aussi. Après, alors, toi, on va dire que tu es la 2e génération, en fait. Non, parce même que toi, pas. Mes parents, ils étaient au Maroc. Ouais, toi, t'es née. Mais sur d'autres sujets. En fait, moi, c'est pas une question de. C'est pas par rapport à la France, c'est au Maroc et tout ça, d'autres sujets. Je sens que je suis dépositaire de certaines choses. En tout cas, moi, la première histoire pour laquelle ça a été clairement dit, c'est l'histoire de la Shoah. Ok, donc mon autre histoire, mine de rien, du côté de mon père et le père de ma mère, c'est quelque chose qui est acté depuis les années 80, que en fait, les déportés ou les rescapés, etc., quand ils sont revenus, ils n'ont pas parlé, ils ont parlé, ils n'ont pas été entendus, peu importe. En tout cas, ils ont continué leur vie sans jamais en parler, et que c'est vraiment une fois leurs enfants ont senti que c'était un truc énorme et n'ont pas posé de questions. Donc c'est comme ça que par exemple ma mère ne sait absolument rien de l'histoire de son père polonais, parce que lui n'a rien raconté alors qu'il aurait pu. C'est comme si finalement les enfants ils sentent que là c'est douloureux, j'y vais pas. Quoi. Exactement. Donc pour la Shoah, ça a été vraiment documenté, acté, et que la génération née dans les années 80, donc ma génération, a été proche de ses grands-parents. Il se trouve que c'est un moment historique, ils ont commencé à parler. Donc en fait, pour le récit de la Shoah, la transmission de l'histoire de la Shoah, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et donc moi, c'est quelque chose
que je savais, puisqu'on le sait depuis les années 80-90, et on mettait des mots dessus. Et tout à coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas pareil pour les Juifs du Maghreb ? Et en fait, évidemment, je dis pas que j'ai inventé ça, mais je pense que je me suis intéressée à ça sans doute au moment où beaucoup de gens s'y intéressaient en même temps, et où je me suis rendu compte que ça faisait écho dans mon travail. Donc à l'époque, j'étais encore chez Chic Magazine. Je fréquentais pas mal de femmes de toutes origines, et je pense notamment à Julie Hamaïd, qui a lancé le magazine Koi sur les cultures et identités asiatiques. Et clairement, le travail de cette génération, c'est exactement la même chose, en fait. C'est la troisième génération qui va aller s'intéresser. Voilà, et parfois la deuxième génération, mais globalement, la troisième génération, en fait, en général, elle est née en France, elle est française, elle est à l'aise avec ça, même s'il y a elle n'a pas besoin d'insister sur... Elle peut se permettre de dire, je suis française, mais je suis aussi asiatique, tunisienne. Voilà, toutes origines. Et en fait, je me suis rendu compte que ma quête séfarade, parce qu'encore une fois, du côté ashkénaze, c'était dit un peu plus tôt, faisait écho à celle de plein d'autres gens français. Et donc, c'est vrai que moi, il y avait un côté vraiment, j'en parle au passé, parce que cette année a changé beaucoup de choses, malheureusement, en tant que juive. Mais bon, il y avait un côté très euphorisant de me dire, en fait, vraiment, je suis française comme les autres. Moi aussi, finalement, juive française, finalement, j'ai aussi une histoire d'immigration, de double identité. Ça me permettait vraiment de comprendre certaines choses, de me rapprocher de gens que je connaissais et que j'admirais et que j'aimais, etc. On partageait ça. On le partage toujours, d'ailleurs. C'est juste que cette année, il y a eu une petite cassure, et pareil, j'ai pas forcément envie de m'étendre là-dessus, mais depuis le 7 octobre, ça fait un an, là, clairement, je me suis rendu compte que, malheureusement, la minorité juive restait une minorité à part, et que ce que j'avais pris pour un travail collectif ne l'était pas forcément tant que ça. En tout cas, ça reste une blessure. On verra si le temps la guérit. Et ça, on en a parlé toutes les deux. Oui, voilà. J'ai mis cette étude en pause, tu vois, par exemple. En tout cas, pour toi, ça a été un moment assez traumatisant, et pour l'instant, tu n'arrives pas à... En tout cas, il y a plein de choses. On me le disait, t'es idéaliste, t'es naïve de dire que les Juifs et les Arabes vivaient super bien ensemble. Justement, c'est ce qu'on s'est dit. Alors, je me rendais compte que c'était pas si simple, etc. Mais j'avais une envie, et je suis pas du tout la seule. En tout cas, sur la Tunisie. Et elle a disparu, cette envie ? Eh ben, cette envie, elle a été clairement gelée cette année, parce que ne serait-ce qu'en Tunisie, en fait, après le 7 octobre, il y a eu des synagogues brûlées. Il y a eu quand même, moi, j'ai reçu pas mal de messages agressif sur mon suppositionnisme, alors que bref, et peu importe d'ailleurs, mais il y a vraiment des choses qui sont compliquées, parce qu'en effet, moi je trouve qu'on peut pas démêler l'histoire des Juifs de celle d'Israël, c'est comme ça, l'histoire d'Israël, mais il faut s'y intéresser, il faut comprendre, il faut plonger dans l'histoire. Israël, c'est pas la France en Algérie, voilà, bref. Et du coup, cette année, voilà, je sais que je suis pas du tout la seule. Je vais te dire, moi je me sens triste de t'entendre dire ça. Je me dis qu'en ce moment, on sait ce qui est en train de se passer dans cette région du monde, et je pense qu'on est tous hyper peinés. Et justement, moi je me dis, c'est le moment ou jamais de rester utopiste et d'être utopiste absolument. Et honnêtement, là tu parles et je te jure, j'ai mal au ventre. Oui, c'est pas grave. C'est dur, parce que pour toi qui a grandi au Maroc, qui a été élevé là-dedans, alors le Maroc fait encore figure d'exception. Ouais, mais même. Je pense que là, on est en train... En fait, ce qui est en train de se passer en ce moment dans cette région du monde est tellement fort que ça nous ramène... Moi, c'est la première fois de ma vie que ça m'a ramené à oh là là, il faut choisir son camp. Et non, moi je sais que je fais un travail avec moi-même en permanence, moi, pareil. De me dire je choisis pas mon camp, et surtout je vais encore plus faire preuve d'utopisme et d'amour. Mais parce que bien. Si jamais on s'arrête et que nous c'est fini, quoi. Mais parce que toi, t'es intelligente, tu lis, tu t'intéresses. Parce que dès que tu fais ça, en fait, tu comprends que c'est pas un camp à choisir. C'est beaucoup plus complexe que ça, etc. Mais c'est drôle que tu me parles de ça, parce qu'en venant, j'écoutais un podcast qu'on est en train de masteriser, qu'on va mettre en ligne la semaine prochaine, qui parle des Juifs du Maroc. C'est un jeune auteur qui a publié cette année son premier roman. Il s'appelle Ruben Barouk, il a 27 ans. Donc il est vraiment de la troisième génération, jeune. Et sa grand-mère habite encore à Marrakech. Je te disais, il faut que tu lises ce roman. Ça s'appelle Tout le bruit du Guéliz. Ah oui, c'est celui dont tu m'as parlé. Voilà, et lui, il parle... Je vais l'inviter, s'il veut bien. Pourquoi pas, en tout cas, lui, ça l'intéresse beaucoup. Et vous pourriez échanger sur Marrakech, parce que du coup, la géographie de Marrakech, moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre. Et donc, je réécoutais l'interview qu'on a faite de lui. Et il disait, lui, on lui a posé une question forcément, ce récit a été écrit avant le 7 octobre, qu'est-ce que ça change, etc. Et lui, il disait, moi, je veux continuer à apporter ce discours de paix. Pour moi, l'histoire des Juifs du Maroc est une histoire de paix. Il ne faut pas que ça s'arrête, même quand c'est dur, etc. Et c'est vrai. Là, un an après, je me sens un peu capable de me dire, d'ailleurs,
tout à coup, je me dis, et si je relançais cette étude, tu vois? Pendant un an, c'était inenvisageable. Bon, j'ai eu un bébé aussi, donc ça a joué, et voilà, j'ai eu moins de temps. Mais clairement, j'avais plus l'envie. Et là, j'aimerais bien retourner en Tunisie, mais pour l'instant, je suis pas prête. C'est parce que ça a été trop dur. J'ai des amis qui sont là-bas, enfin, toute l'euphorie qu'il y a eu ces dernières années de on revient, parce que du coup il y a eu tout un mouvement quand même en Tunisie, et je pense au Maroc aussi un petit peu, et même un peu en Algérie, mais en Tunisie c'était flagrant parce que du coup c'est facile. Moi, qu'est-ce que j'ai compris après ce fameux week-end? J'ai compris qu'à 2 heures d'avion, j'avais une ville trop kiffante. J'étais allée bien plus loin dans ma vie et j'étais pas allée à Tunis, où c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire c'est la Méditerranée, moi j'ai toujours aimé la cuisine qui est trop bonne, et à Tunis il y avait un peu moins maintenant parce que c'est la crise économique, mais une vie nocturne de dingue, une jeunesse post-révolution en effervescence, enfin c'était génial. Tu t'éclatais. Vraiment, j'ai adoré. Et donc, quand les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais toujours à Tunis? C'était pas que pour aller parler des Juifs tunisiens, c'est qu'il y avait une énergie de dingue. Mais là, il y a eu pareil le 7 octobre, mais plus une crise économique, politique. C'est beaucoup plus compliqué, Tunis en ce moment. On verra comment ça évolue. Mais il y a eu tout ce mouvement. J'étais pas la seule et qui s'est un peu arrêté cette année. On verra ce que ça donne. Mais on en revient à la 3e génération. C'est que des jeunes de notre génération qui ont voulu se réapproprier cette histoire juive d'Afrique du Nord, recréer des ponts, justement reconnecter avec l'arabe que parlaient leurs grands-parents, qui était en général l'arabe des Juifs, donc avec des mots un peu différents, mais il y a plein de gens qui parlaient parfaitement arabe et ça s'est perdu en route. Donc ça pose plein de questions sur l'identité de la transmission, et voilà. Et donc toute cette histoire juive tunisienne et cette passion m'a mis en fait sur les traces de Milim, parce que ça fait finalement... C'est comme ça que tu as rencontré Elisa. Déjà, c'est comme ça que j'ai rencontré Elisa, qui avait entendu parler de mon travail. Et puis, on s'est rendu compte, voilà, quand on s'est connus, qu'on avait ce même... Elle aussi, elle avait recherché des choses sur sa famille un maximum. Elle avait, interrogé ses grands-parents, ce que moi, j'ai pas fait. Et enfin, pas tous ses grands-parents, mais une partie. Et on s'est dit... Enfin, on avait toutes les deux, je pense, cette passion de la transmission. Elisa, elle avait une longueur d'avance sur moi parce qu'elle était déjà maman. Et je pense quand même, pardon pour le cliché... Non, mais c'est pas du tout un cliché. Mon ami là, qui a fait appel au service de Milim, c'est au moment où il a eu un bébé qui s'est dit, mais je veux absolument que mon fils ait un jour... Il s'est projeté dans 20 ans, dans 30 ans. Si jamais un jour ses grands-parents sont plus là, il veut son histoire. Donc ça nous fait une excellente transition. Donc, tu es devenue maman l'année dernière pour la première fois. Ouais. D'accord. Tard. Okay. Ouais, bah, mieux vaut tard que jamais. Ouais, exactement. Mieux vaut pas d'ailleurs, ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Mais en tout cas, toi, ça t'est arrivé. Ouais. Et déjà... Peut-être, faisons un petit... c'est quoi ton rapport à la maternité avant? Donc, tu dis tard. Tout de suite, c'est le premier mot que tu sors. Donc, tu as vécu une grande partie de ta vie d'adulte où c'était pas une question, ou c'était pas... C'était quoi ton rapport à la maternité avant, et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bah, je pense que c'était... j'ai pas encore compris ça sur le divan de ma psy. On peut faire pareil. Ouais. Vas-y. Non, mais voilà. J'ai pas encore tout compris, mais je l'ai beaucoup questionné. Moi, je viens d'une famille où on fait des enfants, on se marie jeune. Enfin, voilà, je viens vraiment d'une famille où c'est le modèle, on divorce pas, peu. Voilà. Mais pourtant, je n'ai pas pris ce chemin-là. Mais sans me dire, je veux pas le prendre. Mais j'ai fait autre chose. Et j'ai aimé ce que j'ai fait. Et donc, j'en ai notamment pas mal parlé dans un livre que j'ai publié quand j'avais 36 ans, autour de la congélation de mes ovocytes. Tu sais que j'étais en train de ranger ma bibliothèque avant-hier à Montpellier et que je suis tombée tu sur ton livre. Ah, c'est vrai. Ouais. Et voilà, tu te souviens, ça fait maintenant quelques années, mais ça a été une démarche où je me suis beaucoup questionnée. En tout cas, pareil, c'est toujours la même chose. On en revient à l'écriture, mettre des mots, etc. Le fait d'écrire, c'était une enquête. C'est-à-dire, j'étais partie de mon expérience de congélation de mes ovocytes pour interroger en fait ce droit, pourquoi les femmes voulaient le faire ou pas, parce qu'à l'époque, c'était illégal en France. Maintenant, ça a été légalisé, donc beaucoup de jeunes femmes le font. Et donc, clairement, quand j'ai eu 35 ans, j'ai voulu congeler mes ovocytes. Donc, ça voulait quand même dire qu'une partie de moi voulait un enfant plus tard, mais ça savait pas trop. Et vraiment, j'ai questionné cette envie, pas envie. Et je crois que j'ai été à la croisée des chemins jusqu'à mes 40 ans quasiment, où je pense que j'en avais envie. Et pour toutes les raisons que je viens de t'expliquer, c'est bien, j'ai pas besoin d'y revenir. C'était important pour moi de transmettre. Je suis dans une culture quand même, dans le judaïsme, la famille, les enfants, c'est super important. Donc, j'avais, je pense, du mal à m'en affranchir totalement. Mais le fait est que j'étais célibataire sans enfant, que le temps passait, que plus le temps passait, plus je risquais de le rester, et que plus le temps passait et plus ça m'allait. Mais
ça a été, toutes les femmes célibataires sans enfants entre 35 et 45 ans savent très bien que ce n'est pas simple. C'est-à-dire que même si c'est ce que tu veux, même si ta vie est super, comme c'est un contre-modèle, comme le modèle dominant n'est pas celui-là, tu passes ton temps en tant que femme à devoir te justifier. Voilà. Et à être toi-même. Et même toi, à te justifier vis-à-vis de pas toi-même. trop savoir, à te dire est-ce que je fais une erreur, est-ce que je loupe quelque chose, est-ce que je suis pas une vraie femme. Enfin, ça pose 1000 questions en tant que femme qui m'ont aussi vachement intéressée. Mais du coup, ça pose aussi une question fondamentale. Est-ce qu'on peut transmettre? Comment est-ce qu'on fait si on décide de ne pas faire d'enfant ou que la vie fait qu'on n'a pas d'enfant et qu'on a envie de transmettre ses racines, son histoire familiale, etc. Eh ben, ma réponse est évidente et c'est marrant parce que ça synthétise tout ce que j'ai fait et tout ce qu'on vient de se dire. Moi, je pense déjà qu'on peut transmettre en écrivant. C'est ce que j'ai fait, moi, jusqu'à présent. Enfin, jusqu'à avoir ma fille. J'avais écrit des livres, tu vois, typiquement. Je pense que cette démarche d'écrire autour de la congélation d'ovocytes, c'était une façon, je le sais très bien, de transmettre à d'autres femmes mon expérience. Je le dis d'ailleurs, de laisser quelque chose aussi, tu vois. Donc, je pense que l'écriture est une réponse, mais qu'il y a plein d'autres façons. Les gens qui sont profs transmettre. Enfin, il y a vraiment énormément de façons de transmettre. Comment tu définirais aujourd'hui la transmission ? Il y a plein de façons de transmettre. C'est-à-dire que tu peux transmettre... moi, j'adore d'ailleurs cette idée dans la sororité aussi, puisque moi, j'ai beaucoup travaillé entre femmes. C'est que tu te transmets tes expériences. Et ça, j'y crois énormément. Que de raconter ce qui t'est arrivé, et c'est d'ailleurs l'origine de MeToo aussi, mais de plein d'autres choses, en fait. Raconter ce qui t'est arrivé, la question du rôle modèle aussi m'a toujours passionnée. D'avoir quelqu'un qui te transmet son histoire et son parcours. Moi, je sais qu'il y a des femmes que j'ai rencontrées. Je me suis dit, si elle l'a fait, pourquoi pas moi ? Vraiment, parce que finalement, elle me ressemble, elle avait les mêmes atouts, les mêmes handicaps, ou au contraire. Et donc, je crois vraiment à la transmission comme ça. Donc, entre femmes, pas entre femmes, entre générations, voilà. Ça, c'est pour la transmission hors famille. Ensuite, la transmission familiale, elle est encore... c'est abyssal, parce que la transmission familiale, tu l'as choisie pas vraiment. Donc, tu hérites aussi de bagages pas très drôles, que tu choisis pas du tout. Et donc, ça, qu'est-ce que tu fais de ça ? Et ça, vraiment, c'est au cœur aussi de ce qu'on fait chez Milim. Parce qu'on a des histoires pas drôles et des histoires incroyables, mais tout est mêlé, en fait. Donc, la transmission familiale, c'est encore autre chose. Et moi, je pense que sans doute, une partie de moi, ça me rassurait de me dire, si j'ai pas d'enfant, au moins, je transmets rien de galère. Ok. Parce que l'histoire juive, elle est quand même lourde. Voilà. Et alors, ça aussi, c'est abyssal parce que moi, j'ai accouché de ma fille la semaine du 7 octobre. Ah ouais. Donc, je suis partie à la maternité. Il y a eu petit trauma. Oui ou pas, parce que y a eu petit trauma ou pas. Et en même temps, la vie continue, quoi. En fait, moi, mon angoisse principale pendant des années et des années, je me disais, si j'ai pas d'enfant, au moins, je vais pas avoir à gérer des angoisses, à transmettre à mes enfants. Vraiment. Je trouvais ça super angoissant de devenir parent. C'est la vérité, en fait. Tu es responsable de quelqu'un d'autre. Enfin, tu sais comment je me détends, moi, parce que moi aussi, je trouve ça hyper angoissant. Je me dis tout ce que je transmets à mes enfants malgré moi. Je me dis, il faut bien que mes successeurs, coach, psy, etc., aient du boulot. Donc, moi, je pense au marché du coaching. Je veux que ça continue, la thérapie, tes enfants, la psychanalyse, tout ça. Ils vont aller insulter leurs parents dans le cabinet d'un psy dans 30 ans. T'as raison, c'est une très bonne façon de le voir. mais c'est vrai, en fait. Mais non, mais c'est vrai, en fait. Et moi, plein de gens me disaient, mais c'est con, les gens font des enfants alors que c'est la guerre. Et j'étais, oui, mais on peut aussi décider de ne pas en faire. Enfin, les deux se défendent. Et donc, c'était vrai que moi, ça a été un gros travail. Et quand j'ai été enceinte, etc., j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur je vais avoir un enfant, mais je ne vais pas être angoissée tout le temps. Et voilà. Et d'ailleurs, je ne le suis pas tant que ça. Mais le fait que je parte à la maternité la semaine du pire massacre de Juifs depuis la guerre, où on a entendu des histoires atroces. D'ailleurs, j'ai coupé. À un moment, j'ai dit, je ne peux pas aller accoucher alors qu'on entend des histoires de bébés massacrés, etc. Je ne peux pas, c'est trop. Il y a eu quelque chose de en fait, it is happening, comme disent les Américains. En fait, voilà. Donc, mais tu vas survivre, tu vas accoucher. D'ailleurs, eux, ils vivent ça. Donc, toi, accoucher à Paris, en fait, c'est facile. Tu vas pas te plaindre. Et il y avait un petit côté, en fait, les pires angoisses sont en train d'arriver, pas à moi, mais à mon peuple, en fait, à des gens qui auraient pu être mes cousins, etc. Et tu vas y aller, en fait. De toute façon, là, tu vas pas le rendre, le bébé. Et j'ai une copine qui, au moment où elle a commencé à avoir des contractions, son mec lui dit, on va à la maternité. Elle lui a dit, je sais pas si je veux. Il lui a dit, là, il n'y a plus le choix, va falloir le sortir. C'est vrai qu'il y a un côté, les femmes qui ont accouché se rendent compte. Enfin, il y en a plein qui n'ont pas été angoissées de ça. Moi, c'était mon angoisse. Du coup, finalement, ça
bizarrement, je pense, annulé mes angoisses. C'est-à-dire qu'après, ça a été l'horreur quand Se même. confronter quand même, it is happening. Donc voilà, Ouais. au moins. Et quelque part, ça m'arrivait pas à moi directement. Donc, il y Ouais. avait le côté, bon, toi, tout va bien, ta fille va bien, savoure, mais vraiment, pour le coup. Chaque bisou, chaque câlin compte double, etc. Et en même temps, c'est vrai que ça a été une période assez spéciale pour avoir ton premier bébé sur le tard en plus, où j'avais En tout cas, hésité. toi, personnellement, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé dont on a beaucoup parlé hors antenne, euh, euh, je t'ai un petit peu accompagnée à te dire, c'est toi qui te racontes cette histoire. Oui. Tu pourrais te raconter 1 million d'autres histoires. Donc ça, c'est vraiment les bases de la méthode 108 milliards, de dire, il y a les facts. Les facts, c'est qu'il y a eu ce qui s'est passé le 7 octobre, etc. Et toute la suite depuis. Et ça, c'est un fact. Oui. Mais par contre, l'histoire qu'on se raconte, l'interprétation, les émotions, etc., ça, c'est une responsabilité et un choix. Oui. Et en effet... En tout cas, toi, tu l'as vécu d'une manière assez particulière. C'est-à-dire que tous les gens juifs qui venaient me voir mon bébé, ce qui est quand même un truc que les gens font... Tous, mais c'est pas qu'ils m'en parlaient, c'est qu'ils s'effondraient dans mon salon, on était en panique, moi je voulais plus sortir de chez moi, enfin donc c'est quand même assez bizarre. Oui, mais c'est pas parce que, justement, si je reviens à ça, moi c'est un jour un de mes clients m'a dit ouais, mon boss est un con, et je lui dis mais ça c'est pas factuel, c'est ton opinion. Et il m'a dit non Mounia, on est 100 dans la boîte et on est tous d'accord. Donc c'est pas parce que justement ça a touché, ce que tu me dis c'est que ça a touché toute la communauté, en tout cas la communauté juive que toi tu fréquentes, tu connais tous les gens qui venaient te voir pour te féliciter pour le bébé, ne parler que de ça et étaient effondrés, étaient en panique, que ça devient factuel. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Carrément. Et alors bon, en tout cas, toi, c'était un moment de vulnérabilité, t'as été vachement touchée. Oui, et en même temps, ça m'a donné beaucoup de force. C'est ça qui est paradoxal, parce que le petit détail, c'est que j'ai eu cet enfant avec un rabbin. Donc c'est énorme. Si on m'avait dit qu'un Jean-Myriam Levin aurait un enfant avec un rabbin. Voilà, moi non plus, je t'aurais pas cru. C'est intéressant, maintenant que tu as suivi un peu tout le fil de mon cheminement aussi. J'étais dans une phase de ma vie, je pense, où je me rapprochais énormément de mon judaïsme. Donc c'est pas complètement un hasard. C'est intéressant ce que je dis. Moi, quand je t'entends, ce que ça m'évoque, c'est que on peut faire ce qu'on veut. Il y a un moment où notre histoire revient. C'est un truc de Alors, dingue. peut-être pas pour tout le monde, d'ailleurs, j'en sais rien, je vais pas donner j'ai pas de data factuelle, mais effectivement, il y a un petit côté où parfois, sans aller sur le destin, mais pratiquement, genre, il y a un truc qui est plus fort que nous, qui est plus fort que notre rationnel ou nos machins, qui nous ramène à quelque chose. Et que la proposition, c'est soit on l'embrace quelque part. Moi, j'adore faire des franglais, tu sais que je suis la coach de la Startup Nation. C'est ça que je me permets. Mais voilà, c'est ça. Donc, soit on embrace ça et on en fait un trésor, soit on lutte, on dit typiquement quelqu'un qui dirait, tu vois, tu me disais ta grand-mère qui était en mode non, moi je suis française. Moi, mais c'était une autre époque. Oui, c'était une autre époque et puis chacun son histoire. Mais je veux dire, toi, comme tu dis, depuis que tu as 10 ans, tu parles dans la rue, donc tu te dis, à un moment, soit je vais m'intéresser et je comprends et ça devient une richesse, ça devient une force, ça devient une main levée vers le reste de l'humanité, ou je continue à... Mais j'imagine que toi, c'est un peu pareil, dans ton cheminement. Mais alors, en fait, ce que ça m'évoque quand tu me dis tout ça, c'est que pourquoi j'ai appelé ma boîte, mon podcast 108 milliards. Ouais, pourquoi donc déjà, le truc, c'est que c'est l'estimation du nombre d'humains qui a existé depuis le début. Et je vais dire des choses très cheesy, mais pour moi, ce qui est fondamental, c'est que j'ai l'impression que nos problématiques en 2024, de françaises, de petites parisiennes ou de ce qu'on veut. Maintenant, je suis montpelliéraine. Oui. Je suis censée faire 3 bises, ça, j'ai pas encore compris. C'est galère. Mais voilà, c'est galère. Mais nos problématiques, on croit qu'on est les seuls, on croit que c'est nouveau. Mais pour moi, l'humanité, elle a toujours été confrontée aux mêmes choses. Et que dans les 108 milliards, pour moi, dans 108 milliards, il y a comment est-ce que je suis capable de me connecter à l'histoire de l'humanité, dans ce qu'elle a de plus cru, de plus nu, pour moi, avancer aussi. Et quand j'entends ça, évidemment, ce qui me vient, c'est pour ça que j'allais dire c'est cheesy, genre qu'on vienne de Chine, qu'on vienne de Pologne, qu'on vienne du Maroc, on est des humains. Et comment est-ce qu'on peut, je trouve qu'en allant creuser dans nos racines, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, on va trouver des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus nuancées, beaucoup plus diverses. C'est pas genre eux c'est les méchants et nous on est les gentils. C'est toujours beaucoup plus complexe que ça. On se rend compte que notre histoire est beaucoup plus mêlée. En tout cas nous les Méditerranéens, moi j'ai fait le fameux test ADN et tout ça, mais j'ai trouvé voilà. Typiquement j'ai un cousin germain. Moi pour le coup c'était pas le cas, mais un cousin germain il avait 30% de sang juif séfarade. Bah oui, ça et donc on a rigolé parce que genre ils se disent descendants du prophète. J'ai dit ok bon il y a eu quand même des petits mélanges amourettes.
donc, quand tu te dis ça, tu te dis, bon, qu'est-ce que ça revient à me demander si moi j'ai raison et que l'autre a tort ou que... Enfin, encore une fois, c'est cheesy, mais dans les moments de conflit, des moments où tu me dis, mais moi, j'arrive même plus à activer mon compte Stay Tuned, etc. Et revenir à ça, pour moi, c'est vraiment à la racine de 108 milliards. Oui. Et d'ailleurs, au début, c'était un peu... Ton business, il devait être tourné vers ça, non? Tu devais accompagner... Mais je le fais encore. Alors, oui, mais ça devait être que ça, non? Non, ça a toujours... En fait, si tu veux revenir à ce qu'il y a derrière 108 milliards, parce que quand j'ai créé la boîte, je savais que je voulais faire les deux. Donc, d'un côté, du coaching, et d'un côté, de la préparation je me souviens et de la célébration de cérémonies, de moments de vie importants. Au début, l'ancienne investisseuse que je suis, tout ça, dans ma tête, non, il faut que tu choisisses, focus, blablabla. Et je disais, non, je ne vais pas choisir. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a une logique? Le seul truc, moi, qui m'a toujours mue, et que quand j'ai créé 108 milliards, je me suis dit, je vais essayer d'aider les autres à ça, c'est, depuis que je suis enfant, moi, quand je me demande, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ma vie me correspond? Je m'imagine en mode petite vieille, sur son lit de mort. J'espère petite vieille, peut-être que je mourrai avant, on verra bien. En tout cas, je m'imagine quelques minutes ou quelques secondes avant de mourir, à me repasser le film de ma life en accéléré. Je ne sais pas si ça arrive, mais moi, j'ai cette image. Et mon seul objectif, c'est de me dire que cette petite vieille, elle se dit c'était bien. Qu'elle se passe son film et qu'elle se dit c'était bien. Et donc, pour ça, pour moi, il y a grâce à tout ce qu'on peut mettre derrière coaching, mais c'est plus large, mais en tout cas, se poser 2-3 questions. Je me construis une vie, un film qui me correspond. Je vis ma vie et pas celle du voisin, globalement. Ou celle que nos parents ont voulu pour nous, ou whatever. Donc ça, c'est tout ce que je mets derrière le chapeau coaching. Et derrière la partie préparation et célébration, c'est qu'en fait, je me dis, dans ce film, il y a certains moments clés qui vont émerger. Et je veux que ces moments-là soient le plus proche de ce que je veux vraiment. Tu vois, par exemple, certaines personnes qui vont se marier sans se poser de questions, en faisant le truc que tout le monde fait, mais... la plupart des gens, j'ai envie de te dire. La plupart des gens, voilà. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que tu fais de ces moments clés des trucs magiques qui te ressemblent, qui ancrent quelque chose. Pour moi, tu vois, dans le rituel, il y a vraiment le côté rite de passage. Ça a pour moi une fonction psychologique interne, mais aussi sociale, communautaire. Enfin, tu vois, par exemple, le mariage, ça se voit bien. Je déclare devant tous les gens globalement qui me connaissent et que j'aime que je veux mettre avec cette personne et qu'est-ce que ça signifie pour moi, ou juste... On n'est même pas obligé de se projeter forcément. Il y a des gens qui disent « Ah non, mais je ne veux pas m'engager devant tout le monde, que je resterai avec cette personne toute ma vie. » Ce n'est pas le sujet. Déjà, je célèbre. Ça fait 5 ans, 10 ans que je suis avec cette personne. Déjà, je le célèbre devant la société. Ça a un autre poids que juste nous, on vit notre histoire et on est content. C'est clair. Etc. Et donc, une fois qu'on a compris cette histoire de film, on comprend pourquoi dans 108 milliards, j'ai envie de faire les deux. Et le fait est qu'aujourd'hui, je suis quand même à 98% très concentrée sur le coaching parce que ça a bien pris, parce que je déroule, parce que j'ai des trucs. Parce que tu es une super coach. Merci, t'es gentil. mais du coup, l'autre partie, je communique pas trop dessus, donc c'est devenu confidentiel, c'est seulement mes proches qui le savent. Mais rien qu'avec mes proches, je fais quand même des choses. Typiquement, il y a ma meilleure amie qui se marie l'année prochaine, elle m'a demandé de célébrer la cérémonie, j'ai pas pu lui dire non. Donc je lui fais un gros bisou. Et mais voilà, je le fais de manière un peu confidentielle, mais je sais, et d'ailleurs avec mon associé on en a parlé récemment, on sait tous les deux que c'est un truc fondamental chez nous et que ce serait dommage, tu vois, si dans 5 ans on se réveille et qu'on se dit on n'a pas développé cette partie-là, c'est dommage. Après c'est vrai que le quotidien, le business fait que, mais l'idée c'est d'accompagner des gens d'accompagner les gens dans des moments clés. Donc le mariage, on voit bien, donc faire de la préparation au mariage. Et ça, en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai développé vraiment la méthodologie 108 milliards. Je l'ai déclinée pour faire de la préparation au mariage. Et je m'étais inspirée. Pour des couples mixtes ou pas spécialement? Pour tous, non. Alors en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que à la base, c'était des amis qui m'avaient demandé de célébrer leur cérémonie. Tu sais que maintenant c'est la mode, les cérémonies laïques. Alors, encore une fois, ce mot laïque, je ne sais même pas si c'est le sujet, mais en tout cas des cérémonies qui ne sont pas dans le cadre religieux. Dans le cadre d'une religion précise. Et ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de religion, tu vois. Non, bien sûr. Mais en tout cas, ils me demandent ça. Et moi, à l'époque, donc c'était les années... Enfin, je sais pas, j'avais une trentaine d'années, tous mes potes se mariaient. Et moi, j'ai eu des années où chaque été, on avait 15 mariages. Genre, c'était nos vacances. Et j'avais notamment certains amis qui sont de rite catholique et qui faisaient la préparation au mariage. Donc, chez les chrétiens, chez les catholiques, il y a vraiment une préparation avec plusieurs sessions, etc. Et qui m'en avaient parlé. Et qui m'avaient dit, c'est génial. Bon, il y a la partie religieuse qui intéresse certains ou qui n'intéresse pas. Ça, c'est perso. Mais au-delà de ça, il y a vraiment... C'est un espèce de coaching du couple où tu te poses énormément de questions, tu as des conversations très profondes avant de t'engager.
Et moi, je me suis dit, mais c'est magique, mais tout le monde devrait faire ça. C'est clair. Et du coup, pour mes amis, à la base, c'était je vais vous faire une préparation au mariage sur mesure. Parce qu'au début, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché ce qu'il y avait. J'ai trouvé que des trucs un peu moisis. Je crois qu'il y avait un truc par la mairie et tout, mais c'était pas ce qu'on voulait, on va dire. Et donc, je me suis vraiment cassé la tête à leur faire une préparation au mariage. Et ils ont trop kiffé. Donc déjà, ça nous a donné une matière extrêmement riche pour la cérémonie, pour faire un truc qui leur ressemble, qui était ouf. Mais au-delà de ça, eux, ce qu'ils m'ont dit après, c'est que finalement, dans cette année où tu te maries, c'est aussi un peu de stress, des fois, quand tu organises un mariage et tout, c'était les moments où on préparait le mariage, c'était des moments riches qui ont gardé des souvenirs, c'est des moments où ils se sont rapprochés, c'est des moments où ils se sont dit des choses qui s'étaient jamais dites, etc., etc. Et je trouve que c'est un super cadeau à se faire en tant que couple, que ce soit, alors c'est ça qui est marrant, donc ensuite j'ai préparé d'autres personnes au mariage, donc des couples. Effectivement, ceux qui sont venus me voir, parce que c'est logique, c'est des gens qui voulaient pas se marier de manière religieuse, donc ils disaient l'alternative, c'est préparation laïque, 108 milliards. Génial. J'ai aussi notamment accompagné, par exemple, un couple de femmes lesbiennes, un couple de mecs. Effectivement, bien sûr, donc je réponds très très bien. Cadre et effectivement, alors que et même certains me disaient, mais on aurait aimé, mais on veut pas de nous, donc on fait comme on peut. Donc effectivement, je donne cette possibilité. J'ai aussi accompagné des gens qui étaient déjà mariés et qui s'étaient mariés pour le coup à l'église, mais qui ont voulu faire ma préparation quelques années plus tard parce qu'ils m'ont dit, mais en fait c'est différent ce que tu fais, c'est hyper profond. J'avais coaché le mec du couple, donc je lui en avais un peu parlé, ça lui avait parlé. Et donc c'était aussi marrant de voir que des gens qui sont déjà mariés, à un moment donné de leur vie de couple, ont envie de passer ce moment qualitatif et le font. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi des baptêmes dans le même cadre. Et j'ai été aussi sollicitée pour des funérailles. Et ça, je t'avoue que ça m'a tellement touchée. Vraiment, c'est quelque chose qui a été fort et très important pour moi. C'est pour ça que je me dis que si dans quelques années, j'en fais rien, je ne mets pas plus, je mets pas plus de place dans ma vie, c'est un peu dommage. Mais bon, doucement. Non, mais c'est hyper intéressant. Je savais pas que tu l'avais fait pour des funérailles. Je me souvenais je me souvenais plus exactement, tu vois, que c'était surtout des mariages. Sachant que chez les Juifs, on a aussi la préparation au mariage qui est plus ou moins en profonde en fonction des interlocuteurs que tu as. Mais je trouve ça hyper intéressant. Et puis, donc, je partage ma vie avec un rabbin. D'accord. Donc maintenant, le papa de ta fille, oui, voilà. Et c'est quand rabbin. même son métier d'accompagner les gens quand ils se marient ou quand on enterre quelqu'un. Et donc, on parle beaucoup de ce qu'il fait. Et en effet, c'est des rites de passage, comme tu dis. Et c'est des moments super important dans la vie. Enfin, oui, ne lâche pas cette partie. On en reparlera. T'inquiète pas, je vais pas lâcher. Mais mais c'est vrai qu'on n'en avait pas reparlé en fait. Maintenant que tu me le dis, je me souviens que quand tu m'as parlé de 108 milliards, tu m'as parlé de ça et après, je t'en ai plus jamais reparlé. Donc, Et en fait, pour répondre à ta question de couple mixte ou pas, évidemment, quand le couple est mixte ou que il y a des choses un peu différentes de l'autoroute. Tu te poses plus de questions. questions. On est obligé de se poser des questions. On n'a pas le choix que de se poser des questions. Les autres, en général, ont moins besoin, donc ils empruntent les autoroutes. Et les autoroutes sont cool. Par exemple, moi, tu sais que je vais commencer une série aussi dans le podcast sur la mort, sur les funérailles. Et j'ai déjà fait quelques épisodes du podcast sur les funérailles de ma mère. J'ai été ravie de pouvoir emprunter l'autoroute de mes traditions culturelles et religieuses pour ce rite de passage aussi, hein. Mais évidemment, et elles ont énormément d'intelligence. Et c'est ce que d'ailleurs dans la série sur la mort, j'ai envie d'inviter des experts, même des religions, etc., pour venir montrer à quel point il y a de l'intelligence. En fait, c'est empirique, c'est des choses qui existent depuis des siècles, des millénaires, et c'est pas un hasard. Donc après, encore une fois, avec cette histoire de, on n'est pas obligé d'enterrer, c'est quoi, c'est de noyer le bébé avec l'eau du bain, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce que, sans vouloir forcément, je suis pas du tout en train de dire aux gens redevenez religieux. Alors là, je suis pas du tout religieuse d'ailleurs, mais c'est dans nos traditions, dans nos religions, il y a plein de choses intéressantes. Et comment on peut un peu et c'est ce que tu disais sur, on revient toujours à nos racines. Et oui. Et nos racines, elles dépassent est-ce que je crois en ci, est-ce que je crois en ça. Oui, mais elles nous servent, elles ont servi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai réalisé une fois dans une interview, encore une fois, qui est mieux qu'un divan de psy, j'ai réalisé, quelqu'un m'a fait le lien, que j'ai été en Tunisie, là, ce fameux week-end, juste après avoir congelé mes ovocytes. Et je ne sais pas dans quelle mesure il y avait un lien entre le fait de préserver ma fertilité, de penser quelque part. Je ne savais pas à l'époque que j'aurais un enfant, tu vois. Là, maintenant, j'en parle différemment, mais il y avait quand même toute cette démarche-là. Et ensuite, d'aller chercher l'histoire de ma mère, de la mère de ma mère, de la mère. Enfin, clairement, qu'est-ce que tu allais transmettre, en fait. Voilà. Et en plus, tu as eu une fille. Oui, en plus, j'ai une fille. Non, mais c'est assez dingue parce que c'est vraiment une histoire de femme aussi. Et moi, c'est quand même au centre de ma vie, les femmes. Donc, c'est
c'est marrant ou je sais pas, il me faudra peut-être un peu plus de temps pour comprendre les liens, mais tout ça est très lié. Voilà, donc la transmission, la parentalité, la quête identitaire, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Et c'est aussi pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que la transmission, ce n'est pas que la parentalité, loin de là, parce que c'est quelque chose dont moi j'ai pu souffrir quand j'étais pas mère, et je sais que je suis pas du tout la seule. On a l'autoroute de la pensée te parle de transmission en tant que parent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai, maintenant que je le découvre, je me rends compte de la portée de tout ça. Mais il y a 1000 autres façons de transmettre. Toi, tu t'y intéresses aussi. Une fois que tu t'y intéresses, tu le vois. C'est pas du tout les... Enfin, c'est pas du tout les... À la fois, c'est pas la même chose, et à la fois, c'est pareil. Je pense que, limite, c'est peut-être plus facile de transmettre à quelqu'un qui n'est pas de ta famille, en fait. T'es déchargé de l'affect. Oui, de la responsabilité, de la culpabilité. Mais alors, du coup, ça me donne 2 questions. Donc, OK, effectivement, c'est super de pouvoir souligner qu'il y a plein de façons de transmettre et qu'il n'y a pas que le fait de transmettre en tant que parent. Mais le fait est que transmettre en tant que parent, c'est fondamental. Et que maintenant que tu le vis, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ta fille? Qu'est-ce que tu lui as déjà transmis? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de lui transmettre? Et l'autre question, je la pose tout de suite pour pas qu'on oublie, que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on digère ce qu'on nous a transmis? Et peut-être qu'on ne veut pas, parce que c'est facile de digérer le côté cool. Comment on fait pour digérer? Comment on fait pour sublimer? Moi, j'aime bien le mot sublimer. Tu sais, en chimie, sublimer, c'est transformer quelque chose de pas génial en quelque chose de top. Et moi, je parle souvent avec mes clients en coaching de sublimer les émotions. C'est pas genre, ah non, je veux pas ressentir de colère ou je la bloque. C'est qu'est-ce que je fais avec cette énergie? Quelque chose de bien. Voilà, exactement. Au lieu d'aller gueuler sur mon voisin, peut-être que je vais utiliser cette énergie pour aller courir ou pour finir le boulot que je devais finir, etc. Donc voilà, les 2 questions. On fait d'abord en tant que mère, mais on n'oublie pas la deuxième question. Oui, moi je préfère commencer par la deuxième, mais c'est lié. En fait, tu vas voir, parce que je me rends bien compte justement, maintenant que j'ai un bébé, etc., ou même, j'ai une histoire compliquée, puisque mon amoureux rabbin est en plein divorce tumultueux. Donc en fait, c'est pas du tout une autoroute. Et donc on se pose plein de questions. Par ailleurs, petite incise, une nouvelle façon de transmettre que je découvre qui est aussi super intéressante, c'est que je suis belle-mère du coup, parce qu'il a déjà 2 enfants. Et ça aussi, c'est assez passionnant parce que justement, tu transmets à des gens qui n'ont pas ton sang, voilà, mais qui font partie de ton histoire, qui sont les frères et sœurs de ma fille. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en ce moment dans les canaux de transmission, et il y en a de plus en plus avec les familles recomposées. C'est très intéressant en fait, très compliqué mais très intéressant. Mais pour répondre à ta question sur comment on sublime, déjà comment on accueille, comment on digère et après on sublime. Bon, j'ai pas forcément la réponse, parce que moi c'est vraiment aussi un travail que je fais pour moi, mais c'est vrai que d'accueillir les récits des autres m'apporte des réponses. Ça t'apporte des réponses, parce que c'est un peu le côté ce que je te disais, sans Emilia, on n'est pas seul, et finalement quand on est capable de se projeter ou d'avoir de l'empathie dans plein de récits qui à la fois sont différents des nôtres mais nous ressemblent tellement, mais sont universels. Là, je te rejoins. On est tous humains. Et d'ailleurs, c'est incroyable. J'ai eu, nous, comme je te disais, on est dans un divorce compliqué, etc. Et là, sur la moitié des familles qu'on a interviewées, finalement, tu te rends compte que, bah voilà, on n'a rien inventé. Il y en a eu 1000 avant nous. Et c'est super, parfois rassurant, parfois inquiétant de voir, ils te parlent à la fin de leur vie, souvent, moi, les gens qu'on interviewe. Et ça rassure, en fait. Tu te dis, bah, la vie, elle est longue, en fait. Là, toi, t'es dans le dur. Tu vois pas le bout du tunnel, toi ou n'importe qui. Et en fait, faut voir le temps long, faut voir ce que ça apporte. Et je réponds à la question sur comment sublimer, justement, c'est avoir peut-être en tête ça. Déjà que le temps est long et que on vit pas du tout pareil les épreuves, les événements de notre vie au moment où on les vit, 5 ans après, 10 ans après. Donc en fonction de quand tu as tes enfants, tu vas pas transmettre la même chose. Je pense à des gens qui ont pu connaître de façon très proche un deuil et une naissance. Bah forcément, c'est très connecté. Alors que s'il y a du temps qui s'est passé, c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, je pense que le temps est quand même un allié. C'est un peu impensif de le dire, mais ça se vérifie. Et ensuite, je pense quand même que la psychanalyse est une alliée. C'est-à-dire que déjà, essayer de comprendre où ça bloque, les nœuds, quelles sont les choses. On a tous des bagages qu'on porte qu'on ne comprend pas, en fait. Ils sont là, on est empêchés. Il y a une image qui me revient, à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années, mais quelqu'un m'avait dit ça en buvant des verres. Vraiment, quelqu'un qui faisait une psychanalyse à l'époque m'avait dit faire une psychanalyse, c'est retirer des couches de vêtements. C'est juste ça. Ça change pas ta vie, mais juste tu retires des couches de vêtements, et notamment les vêtements qui t'appartiennent pas. Et je trouve que déjà... Psychanalyse ou toute forme de thérapie. Et évidemment, le coaching, exemple, c'est d'ailleurs, pas... je pense qu'il faudrait que je fasse un épisode là-dessus, mais je suis pas encore prête. J'ai fait ma première constellation familiale la semaine dernière.
Je t'en parlerai hors antenne, parce que pour l'instant, je ne suis pas prête. Mais effectivement, en tout cas, il y a un petit côté, aller comprendre, retirer nos couches. On a des bagages, on les a qu'on le veuille ou non. Exactement. C'est pas parce qu'on nous a pas raconté les histoires ou qu'on dit qu'on s'en fout qu'on n'a pas les bagages. Et on le sait qu'il y a des trucs qui nous empêchent, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc il y a quand même un côté où, de toute façon, a priori, la vie qu'on a nous donne un faisceau d'indices sur ce qu'on a à aller découvrir sur soi, sur son histoire. Exactement. Donc déjà, d'essayer de le comprendre, d'interroger, de parler. Donc on en revient toujours, poser des questions, etc., comprendre. Je pense que ça peut aider, mais c'est pas miraculeux parce qu'ensuite, comment on vit avec et ce qu'on transmet. Et en effet, moi, j'en suis au début et je prends tous les conseils de parents plus aguerris que moi. Moi, ma fille, elle a 1 an, donc on n'est pas encore dans la parole. Enfin, moi, je lui parle, mais elle me parle pas. Et en effet, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu racontes pas, quels sont les tabous que tu crées malgré toi. Il y en a forcément, en fait. Je sais que je suis déjà en train de commencer ça et j'essaierai de le faire le mieux possible, mais moi aussi mes enfants finiront peut-être chez un coach et on leur souhaite. Attends, et mes successeurs aient du taf et voilà, exactement. Mais voilà, j'ai pas la solution, j'ai pas le remède miracle, mais je pense que déjà en parler, essayer de comprendre, être dans l'introspection, on m'enlèvera pas de l'idée que c'est super et que tous ceux qui disent que les psys, les coachs, etc., c'est de charlatans, ça sert à rien. Moi je suis pas du tout d'accord. Se confronter, avoir quelqu'un qui te pose des questions. Non, mais tu le sais, voilà. Et quelqu'un qui te pose les bonnes questions, qui n'est pas dans ton histoire, ça te met face à des choses. Donc, je pense que c'est une étape. Mais je crois qu'il y a des fois... Est-ce qu'on peut transmettre quelque chose qu'on n'a pas digéré ? Quelque chose qu'on n'a pas digéré, oui, mais sans doute mal. Du coup, on transmet sans doute le trauma. J'ai pas la réponse. On transmet le trauma, on transmet le tabou, on transmet... Oui, ça, faudrait poser la question à des experts ça m'intéresserait d'ailleurs d'écouter, mais j'imagine que oui, tu transmets ce que tu n'as pas digéré. Tu transmets malgré toi, en vrai. Bah, tu transmets malgré toi. Donc, en fait, tu te dis, dans tous les cas, je vais transmettre. Oui. Donc, soit je transmets quelque chose dont j'ai pris conscience et que j'ai apaisé. Il y a une histoire vraiment d'apaisement et de faire la paix avec... Oui. Moi, je sais que depuis tout à l'heure, il y a un mot qui me vient en tête. C'est le mot pardon. Quand tu parlais des histoires de famille compliquées, etc., souvent, il y a aussi des conflits. Oui. Parce que c'est compliqué, parce que voilà. Et de se dire, finalement, l'apaisement et la transmission. Je sais que, par exemple, moi, il y a certaines choses où j'en voulais beaucoup à mes parents. Et c'est au moment où j'allais devenir mère que je me suis dit... Alors qu'avant, les gens me disaient « Ah, mais tu vas pardonner un moment, tu n'auras pas le choix, c'est comme ça et tout. » Je dis « Ah, non !» Et le jour où j'allais devenir mère, mais je me suis dit, mais évidemment que c'est le seul chemin possible. Et ça peut pas. Encore une fois, on est en train de sortir plein de poncifs, mais parce qu'il n'y a rien que ça, il y a rien d'autre en fait. Comment est-ce que je vais m'apporter la paix pour pouvoir transmettre la paix ? Exactement, et c'est ça. Et moi, je le découvre encore une fois parce que je suis toute jeune maman. Mais ce que je découvre aussi et qu'on m'avait dit 1000 fois, c'est en fait, tu critiques, on va dire ta mère, mais tu vas faire exactement comme elle. Alors que si tu arrêtes de la critiquer, c'est un moment tu l'acceptes comme elle est. C'est même pas arrêter de la critiquer forcément, mais tu l'acceptes comme elle est. Tu vas pas forcément faire exactement pareil à l'insu de ton plein gré. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu décideras de prendre, il y a des choses que tu décideras de laisser. Oui. Mais en tout cas, on revient, c'est con parce que je reviens toujours sur ça dans j'ai beau aborder plein de sujets différents dans le podcast, on revient sur la conscience. À partir du moment où tu amènes des choses à la conscience, il se passe, tu reprends ta liberté, tu reprends ton pouvoir sur qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je veux laisser. Et tant que c'est inconscient, et c'est là où on est vraiment dans l'essence du sujet d'aujourd'hui qui est la transmission, c'est que vous le vouliez ou non, vos ancêtres vous ont transmis des tonnes de choses, même si vous ne les avez pas connus, même si vous n'avez pas été en contact avec machin. Et donc là, je ne sais pas à quel point on peut prouver ça scientifiquement, mais moi, je pense qu'on est dépositaire et on est le seul, chacun de nous, est le seul dénominateur commun, unique. Je sais on faisait ça en maths quand j'étais on ressent la matheuse. Ouais, c'est clair. Le plus grand dénominateur commun ou le plus petit, le plus petit, voilà, le PGCD. Tu es le seul dénominateur commun de t'aligner à toi. Entre guillemets, tu as des frères et sœurs et tout, mais on voit bien le truc de l'ADN aussi. Et donc, te dire quelque part, je suis la seule dépositaire d'un certain mélange unique, c'est fort. Et que tu le veuilles ou non, en fait. Oui. Donc, soit tu l'acceptes et tu l'apaises et t'en fais une force, tu le sublimes, soit et tu te dis ou tu te dis que c'est une chance, que justement j'aime bien cette image, et que du coup tu vas transmettre ce bagage positif à quelqu'un qui en fera à son tour quelque chose. Et oui, moi je suis complètement là-dedans, et c'est vrai que
je me dis, je suis dans la période de la parentalité que tu as connue, que tous les parents ont connue, où donc ma fille ne parle pas, et où je trouve que ça, je ne l'avais pas vu venir du tout, mais j'adore. Mhm. Il y a quelque chose de très animal, surtout, pardon, encore pour ce cliché, mais quand tu es la mère, ce bébé sort quand même de toi, pour la plupart des Ah femmes oui, en tout oui. cas. Donc il y a quelque chose, je trouve que la maternité commence, je ne m'étais pas rendu compte, par quelque chose de très animal, c'est le toucher, puisque tu ne peux pas parler, tu peux rassurer ton enfant quand le berçant, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre hors des mots. Et je sais que ça va changer à partir du moment où mon enfant Ouais, va mais se ça mettre à change, mais parler. ça reste aussi. Enfin, je veux Voilà, dire, il y a il y a quelque un truc chose. très... Et là aussi, en fait, tu transmets des gestes, des choses qui t'appartiennent pas. Enfin, il y a quelque chose d'assez fascinant, en fait, dans le fait de devenir parent, en tout cas de Déjà, tu transmettre de cette transmets la façon-là. vie, en Voilà. fait. C'est pour ça que la parentalité, c'est quand même incroyable. Comme tu dis, le bébé qui sort de toi, Ouais, c'est fou, ouais. c'est fou. Et quand j'étais enceinte, j'écoutais un podcast qui s'appelle In Utero, qui était assez, qui était scientifique pour le coup sur ce qui se passe in utero. Et tu te dis quoi, c'est en train de se passer à l'intérieur de moi. Et c'est assez fascinant. Donc oui, voilà, la transmission. Et la bouffe, je trouve aussi que c'est un sujet très proche de... Pour moi, tu vois, je mettrais... Il y a la transmission physique animale et limite, même avant la parole, je mettrais La la bouffe, c'est nourriture. sensoriel aussi. C'est tellement sensoriel. Et tu vois, moi, il y a des plats marocains que je peux manger dans plein de familles marocaines et qui n'ont pas exactement le même goût que dans ma famille. Quand je dis ma famille, ce qui est très intéressant, c'est que ça va être ma petite famille, évidemment, Oui, dans nucléaire. laquelle j'ai grandi, mais aussi mes oncles et tantes. Oui. Et cette nuance-là de se dire, ah ouais, en fait, c'est pas juste chez moi, c'est pas juste mes parents qui cuisinaient comme ça. C'était mes grands-parents déjà, et ce goût-là, il est particulier. Et je suis capable même de mettre des nuances, parce que mes oncles et tantes ont épousé d'autres personnes, donc il y a des nuances, tu vois. Mais je retrouve une espèce de... Je sais pas comment dire. Ah quoi, non, mais c'est un truc... Alors, la nourriture, c'est un truc de dingue, et ça fait partie... j'ai plusieurs anecdotes à ce sujet, je vais en choisir une. Mais bêtement, en tout cas, moi, pareil, dans ma quête sur les juifs tunisiens, je sais pas pourquoi, c'est complètement débile, mais je sais pas, j'avais pas d'amis proches juifs tunisiens, ou j'avais jamais été manger chez eux jusqu'à 35 ans. Mais donc, j'avais l'idée que ce qu'on mangeait chez moi, c'était que ma famille qui le faisait. Et voilà. Ouais. Et en fait, notamment, il y a une pizza. Allez, je vais raconter l'histoire de la pizza tunisienne. Ouais. Ma grand-mère faisait une pizza qui n'est pas du tout la même pizza que tu trouves dans un resto italien. Et j'ai mangé ça toute mon enfance. Et ça a le goût de mon enfance, de ma grand-mère. J'adorais ça. C'est la Madeleine de Proust. Ouais, vraiment. Enfin, ça fait partie des plats, etc. Et donc, quand elle est morte, on a arrêté de la faire. Parce que, à ce moment-là, en tout cas, ma mère ne savait pas la faire. Elle a réappris après. Et voilà. Et un jour, je me retrouve à un anniversaire d'un ami juif tunisien. Et il y a cette pizza. Et que sa mère avait faite. Et j'étais comme une dingue. En fait, j'ai compris ce qui était débile, que c'était une pizza de juifs tunisiens, donc que tous les juifs tunisiens savaient la faire. Et donc après, quand je suis allée en Tunisie, il y a encore quelques endroits qui la font selon la recette des juifs tunisiens. Et en fait, c'est hyper commun. Et à chaque fois que j'en mange, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Et enfin, je sais que ça parle à plein de gens, parce que surtout les gens qui ont changé de pays, parce que c'est ce que t'emportes. C'est ce qu'on dit souvent chez Milim. Quand t'as tout perdu, quand t'as tout laissé, quand t'as dû tout partir, il y a quelque chose que t'es capable de recréer ailleurs. C'est le seul truc, c'est les recettes. Donc il y a un truc de la cuisine pour les familles qui ont changé de pays qui est hyper fort. Donc je sais pas si toi ça fait partie de ton héritage aussi, mais c'est quelque chose qui te reconnecte au Maroc quand t'es en France. Tu vois, il y a un truc qui me touche, moi, c'est que donc pour Ramadan, il y a 2 choses que les Marocains font en mode les gâteaux du Ramadan. Il y a le gâteau choubakia, le gâteau au miel là, et il y a un truc qui s'appelle sello, qui est une sorte de poudre avec, alors c'est une bombe nutritionnelle, graines de sésame, amandes, beurre, sucre, enfin. Bon, moi, je trouve ça délicieux. Et il se trouve qu'on le sert aussi au moment d'un baptême, au moment d'une naissance. Et alors moi, quand j'ai eu mes enfants, ma mère était décédée. Mais ma tante maternelle m'a ramené, quand elle était à Paris, elle m'a ramené plein de slow, selon la recette de notre famille. Et sachant que le slow de ma famille est ouf. Moi, quand je mange un slow ailleurs, je suis jamais contente. Mais voilà. Et elle m'a ramené des trucs en me disant, comme ça, quand tu as des invités, tu as quelque chose à leur servir. Et puis slow, et puis toi, en plus, moi, j'allaitais. Slow, quand tu allaites, c'est le top. 2 graines de sésame et tout, plein de calcium. Donc, elle m'a dit, et je sais que c'est tout bête, mais j'étais à Paris. J'étais pas dans mon environnement marocain, mais avoir mon petit truc de slow et le manger pendant que j'allaitais ma fille, mais j'étais à la maison, en fait. C'est fou, hein. Ouais. Et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Nous, c'est quelque chose qui revient tout le temps, d'ailleurs, quand on interroge les gens. Et d'ailleurs, même les franco-français, les familles franco-françaises qu'on a fait, on leur pose la question, parce qu'il y a toujours
une spécialité régionale, quelque chose qu'on mangeait dans cette famille. Mais c'est encore plus puissant des gens qui sont venus d'autres pays parce que tu te rends compte Tu t'es raccroché à ouais, ça, tu quoi. t'es raccroché à ça et que quand tu n'arrives pas à transmettre ton histoire, ta langue, enfin, Ouais, souvent, tu transmets quand même la bouffe. la nourriture, Et, c'est vrai, ouais. Bah, tu sais et que ça me donne faim ce ouais, qu'on est en viens, on train de va se dire. manger. On Tu va veux pas? manger, ouais, ouais, Tu m'as donné envie de manger c'est un truc clair. Bah, marocain ou je sais on pas. va voir, on va trouver, mais on va laisser nos auditeurs. Ouais, ouais, on aurait trop de choses de Ouais, toute façon là. Il y a ouais. trop de pistes, mais c'est passionnant. Merci Myriam, c'était un plaisir de t'accueillir, Ouais, franchement, vraiment. merci beaucoup de me faire parler de toutes mes obsessions. Je m'en lasse pas et d'en parler avec toi encore plus. C'est top. À bientôt. À bientôt.